Bienvenue dans Richissime, le podcast qui révolutionne la façon dont on parle d'argent chez vous, au bureau, entre amis, sans jargon et surtout sans tabou. Je suis Delphine Pinon, je suis money coach, investisseuse en immobilier et libre financièrement à 35 ans. Depuis plusieurs années déjà, je vous aide à développer votre intelligence financière et votre money mindset dans le but de créer enfin de vrais changements dans votre vie. Chaque semaine, je partage un nouvel épisode avec un invité ou en solo dont l'ambition est de provoquer de vraies prises de conscience à propos de l'argent. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, c'est Richissime Podcast, pour les coulisses du podcast, pour des contenus inédits à propos de l'argent, des partages personnels aussi, et pour connaître mes offres de formation et d'accompagnement. Cette semaine, je vous embarque dans les profondeurs des conflits familiaux, là où l'argent est un sujet tabou et fait l'objet de règlements de comptes au sens propre comme au sens figuré. En cas de séparation, de divorce, de succession, il n'est pas rare que chacun y trouve une occasion de régler ses comptes. Qui a le plus contribué aux dépenses du ménage? Qui a trompé l'autre? Qui a voulu des enfants et pas l'autre? Qui a largement contribué au train de vie du ménage? Qui a fait le choix de sacrifier sa carrière? Qui a reçu le plus en donation? Qui a le plus accompagné les parents en fin de vie? Qui a le plus été présent? Qui a déjà reçu le plus avant le décès? Et qui a le moins besoin d'argent? Au sein d'une famille, ces questions laissées en suspens peuvent venir plomber une succession ou un divorce et finir par coûter très cher à tout le monde. Mes deux invités, Caroline Morel et Pauline Goriou de la Meute Rouge, l'ont constaté quand elles étaient déjà notaires. Certains dossiers ne trouvaient aucune solution pendant des années, voire des décennies, à cause de mésententes familiales qui ont fini par se cristalliser autour des sujets d'argent, alors même que l'argent n'est presque jamais le fond du problème. Et face à cette situation, les professionnels du droit, avocats, notaires ou les conseillers patrimoniaux sont souvent démunis et ne sont pas formés pour aller au cœur de ces conflits et aider ainsi les familles à les démêler. Et c'est pour cette raison que mes deux invités, Caroline et Pauline, ont créé Mediacor, le premier cabinet de médiation familiale et patrimoniale. Elles aident donc les familles à dénouer un conflit latent ou réel pour aboutir à une solution viable et évidemment économiquement avantageuse pour tous. Grâce à ce métier qu'elles ont créé, elles voient des choses que, honnêtement, je rêverais de voir, juste pour approfondir ma connaissance de l'humain et de sa relation à l'argent. Pourquoi l'argent est-il un problème dans certaines familles et pas d'autres? Les familles les plus riches sont-elles les plus conflictuelles? Quelles sont les situations familiales les plus explosives? À quel moment intervient la médiation? Dans quel but? Quel pourcentage de résolution de conflits est-ce que Caroline et Pauline permettent à leurs clients? Cet épisode est une pépite de psychologie humaine et parce qu'il regorge de petites anecdotes sur la façon dont on fonctionne avec l'argent de manière ultra intime. Je fais le pari que chacun d'entre vous pourra se reconnaître dans les différentes histoires et les anecdotes qu'on va se raconter les unes les autres et c'est pour ça que je n'en dis pas plus et que je vous laisse en notre compagnie. Pauline, Caroline, bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour Delphine. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait un épisode à 3. En réalité, ça fait 2 ans et demi que j'ai pas fait un épisode à 3. C'est un petit exercice, c'est un petit challenge pour moi. J'aime les défis, comme vous le savez. Donc nous sommes 3 aujourd'hui et grosso modo, on va beaucoup parler de... Je pense qu'on va beaucoup parler de psychologie aujourd'hui. Un peu. Un peu beaucoup. Alors, je vais vous présenter brièvement, et puis je vais vous laisser vous présenter par la suite brièvement aussi. Vous êtes toutes les deux anciennes notaires en droit des familles et vous êtes associées, vous avez créé ce cabinet de médiation patrimoniale. Jusque-là, je me trompe pas? Non, c'est ça pour l'instant. Bon, on va parler de votre activité parce que c'est sympa. Moi, ça va être un peu croustillant aujourd'hui. Je sens, en tout cas, je veux que ça soit un petit peu croustillant parce qu'on enregistre cet épisode un vendredi après-midi. Donc, on a toutes les trois envie de se détendre aussi. C'est sérieux, mais en même temps, on a envie de se détendre. D'autant qu'on va parler d'un sujet qui peut être un petit peu lourd aussi parfois. Donc voilà, on va essayer d'en parler avec le plus de légèreté possible. On va parler des conflits familiaux de manière générale qui... gravitent autour des sujets d'argent. Donc, ça peut être des conflits de couple,
des divorces, des séparations, des conflits familiaux dans le cadre de succession, etc. Et vous en avez créé une spécialité de ces conflits. Alors, laquelle de vous deux... Exactement. Laquelle de vous deux veut présenter l'activité, ce que vous faites et cette médiation d'un nouveau genre que vous êtes, je crois, plus ou moins les seuls à pratiquer en France? Ouais. Alors, petite introduction. C'est vrai on s'est toutes les deux formées à la médiation familiale après avoir été toutes les deux diplômées notaires. Et dans la médiation familiale, finalement, ce qui est le plus connu, c'est tout ce qui concerne les divorces. Ça veut dire les conséquences de la séparation, la question des enfants, la pension alimentaire, éventuellement de la prestation compensatoire. Et nous, on a décidé de développer une médiation qui effectivement n'existait pas et qui pour moi est une branche de la médiation familiale, mais branche pas connue. Et c'est toute la dimension patrimoniale, parce que quand on est un couple, on ne fait pas que des enfants ensemble, on constitue un patrimoine. Et quand on se sépare, ce patrimoine, il doit être divisé. Et donc nous, on vient discuter avec les personnes de quel sort pour ce patrimoine, comment on se partage, qui le reprend, est-ce qu'on le vend. Alors ça, c'est pour les couples. Et puis en plus de ça, on fait aussi beaucoup de médiation successorale. Ça veut dire qu'on réunit les familles pour venir régler la transmission du patrimoine familial. Donc voilà, on est toujours très axé patrimonial, mais toujours en lien avec la famille, le couple et la famille au sens famille nucléaire ou plus largement. Sachant que nous, en traitant, en ayant accompagné quand même beaucoup de familles en conflit pour essayer de sortir du conflit et de solutionner toutes ces questions d'argent qu'elles ont à régler, on s'est quand même rendu compte du fait que ça aurait pu, en amont, être un peu anticipé, en tout cas évité pour partie. Et donc, on travaille de plus en plus en anticipant ces sujets-là, en essayant d'éviter le conflit, ou en tout cas d'éviter qu'ils deviennent complètement énormes et un peu insolubles. Donc, on pratique aussi de plus en plus une médiation qui est plus préventive, c'est-à-dire les familles, il y a des sujets un peu croustillants, costauds en perspective, on sait que ça va être compliqué, donc on les accompagne en amont pour éviter le conflit, ou en tout cas on travaille avec elles leur communication pour faciliter les choses. Voilà. Donc il y a effectivement ce pan dans la médiation patrimoniale, il y a le plus gros pan qui est le pan un peu curatif. Le conflit existe et puis nous on les accompagne pour essayer d'en sortir. Et puis il y a un pan qui est encore beaucoup à développer, et il y a beaucoup de choses à faire, qui est plus préventif, qu'on développe de plus en plus. Mais du coup, je me fais l'avocat du diable et je pose une question brute qui, à mon avis, est celle des auditeurs qui doivent nous écouter. Mais c'est pas le rôle déjà des avocats, c'est pas le rôle des notaires de régler justement ces questions dans le cadre de divorce et dans le cadre de succession? Alors, on adore cette question. Ouais. C'est une question. On adore cette question. Alors les filles, il va falloir vous coordonner. Oui, bien sûr. Ce matin, j'étais au tribunal, et au tribunal, on est missionné pour faire des informations à la médiation. Et au tribunal, c'est toujours cette question-là qui revient à chaque fois, c'est-à-dire les gens, on les rencontre, ils ont saisi le juge et ils nous disent « mais non, on n'a pas besoin de médiation, on a déjà fait une médiation ». Merci de me dire, Pauline, que ma question est débile et que, en fait... Pas du tout. Non, je dis que c'est une question habituelle que les gens ont, et je dis attention à la confusion. Et à chaque fois, je fais ma petite leçon, un peu ma pédagogue, en expliquant aux gens, le notaire, il est conciliateur. Donc, il est là, j'allais dire, pour concilier les parties, pour faire en sorte de leur proposer une solution qui va être la solution de tous. Mais il ne gère pas le conflit. Et l'avocat, j'allais dire, il est là pour défendre individuellement son client, mais c'est un positionnement différent parce qu'il vient, j'allais dire, demander au juge de régler le conflit. Et nous, on accompagne, j'allais dire, nous, on traite le conflit en parlant et, j'allais dire, en rentrant dans le fond du conflit, alors que ces autres professionnels, je dirais que le notaire, il va essayer de faire avec ce conflit en trouvant une solution juridique, mais véritablement le pan conflictuel et humain, il n'est pas traité parce que c'est pas son domaine. Ok, parce que là, tu viens de parler de conciliateur et moi, je me dis médiateur. Tu vois, dans mon vocabulaire à moi, c'est la même chose. Donc, si je comprends bien, alors l'avocat, à la limite, je comprends parce qu'il représente son client et puis il va demander à un tiers, en l'occurrence un juge, de trancher.
il amène ses arguments, l'autre avocat amène ses arguments et puis on tranche. Le notaire, notamment, dans les 2 cas, d'ailleurs divorce et succession, j'imagine, effectivement, ce que tu dis, c'est qu'il va présenter les faits, il va essayer de trouver une solution qui est viable patrimonialement parlant. Si elle convient à personne, en fait, il y a un statu quo. Enfin, tu vois, il s'arrête au statu quo. Il est bloqué. Ça, il est bloqué. Ok. En fait, ce que tu dis, pour être plus précise, c'est le notaire, il va proposer une solution. La solution, elle va soit être, suivie par tous, et à ce moment-là, il aura réglé le problème. Mais j'allais dire, nous, on n'est pas là pour proposer une solution. On réfléchit avec eux à une solution. Alors c'est une petite subtilité, mais qui est importante et qui a son importance parce que le notaire, en proposant sa solution quelque part, soit il arrive à réunir tout le monde, soit il en perd certains qui vont avoir l'impression que le notaire prend parti parce qu'en proposant sa solution, il y a certains qui vont se retrouver plus dans cette solution. Alors que nous, en médiation, on n'est pas là pour proposer des solutions, on est là pour réfléchir à leurs solutions et on veille à ne pas les orienter, parce que les orienter, ça voudrait dire prendre parti, être partial et du coup perdre, notre côté. C'est nous qui orchestrons les discussions, qui faisons en sorte que tout le monde soit réuni. Donc notre impartialité, elle est clé dans notre démarche. En fait, la vraie, c'est une question qu'on nous pose beaucoup et il y en a pas énormément des professionnels qu'on cherche comme ça tout le temps à comparer. Et je pense que ça vient du fait que les médiateurs, on n'arrive pas à être suffisamment clair, je pense. Donc ça c'est un de nos objectifs. On espère que grâce à cette communication là, aujourd'hui, on va pouvoir faire mieux comprendre notre profession, parce que c'est vrai qu'on nous dit toujours, mais quelle différence avec et bon, on se dit, si on nous pose la question, c'est que ça n'est pas clair. Voilà. En fait, déjà, ce qui est essentiel par rapport à tous les professionnels que tu as cités, c'est le domaine d'expertise. C'est-à-dire que le notaire, l'avocat, on va les solliciter pour leur conseil, leur expertise, principalement en matière juridique. Ce sont des juristes qu'on va interroger et on attend d'eux une solution à notre problème. Le médiateur, il est expert aussi, mais il est expert sur le sujet du conflit. Donc, on va pas être dans toute cette dimension juridique. En tout cas, la spécificité du médiateur, c'est pas cette dimension-là juridique. Et en effet, c'est ce que disait Pauline, on n'est pas là pour apporter le conseil. Ça, c'est vraiment pas notre job à nous. Nous, on est là pour faire en sorte que l'échange il soit possible. Donc, la vraie différence, elle est là. Et si on était conseil, les personnes ne réfléchiraient pas à leur meilleure solution, puisqu'elles attendraient la solution du conseil. Donc voilà notre façon de faire et notre pratique et notre différence. Par contre, en médiation, nous, on a besoin de tous ces experts que sont les avocats, les juristes, etc., pour eux avoir leurs conseils, que tout le monde puisse entendre en même temps les conseils éclairés des professionnels compétents. Voilà, donc on s'articule les uns les autres comme ça. Ok, si on repart sur la notion de, il y a du curatif et il y a du préventif, et j'imagine effectivement dans une profession comme la médiation au sens large, on a envie de faire pencher de plus en plus la balance vers le préventif que vers le curatif. En réalité, vous faites... C'est quoi le ratio curatif-préventif ? 90-10. Voilà, j'en étais sûre. Oui, oui. En fait, on cherche beaucoup. Nous, on y travaille énormément à remonter la chaîne du conflit. C'est-à-dire que on a commencé il y a 6 ou 7 ans. C'était vraiment en bout de chaîne, au bout de X années de procédure, que les juges nous envoyaient les dossiers. Donc, vraiment des conflits ultra enquistés. Et puis petit à petit, même le juge nous recommande la médiation de plus en plus tôt. Et puis maintenant, on arrive au stade des avocats. Donc, avant les assignations en justice, et puis on réfléchit forcément qu'on pense aux notaires qui voient les familles en conflit avant toute procédure, et puis on pense aussi à tous les conseillers qui gravitent autour des familles. Forcément, le conseiller en gestion de patrimoine ou le family office qui accompagne, elle le voit, le conflit familial, elle le voit, le potentiel en tout cas de conflit à venir, et donc c'est ces gens-là sur lesquels on compte pour déjà prendre conscience du fait que ça ne relève pas de leur mission, c'est-à-dire que ce n'est pas leur échec, ou ça n'est pas on n'attend pas ça d'eux. Nous, c'est ce qu'on a découvert en ce moment à la médiation, c'est que le conflit, ça s'apprend et ça se traite et ça se gère, et ça n'est pas une fatalité. C'est-à-dire qu'une famille en conflit peut en sortir, on n'est pas catalogué famille en conflit. Donc voilà, donc que tous ces professionnels-là prennent conscience du fait que finalement ça existe, c'est un autre professionnel, comme on peut solliciter des experts dans tout domaine. Et le conflit, ça se travaille, c'est ce qu'on a fait. Voilà. Mais en plus, j'imagine que
plus vous faites du curatif, et plus le ratio de réussite est faible, entre guillemets, et plus vous faites du préventif, et plus vous avez de chances d'aboutir à une solution, à une conciliation réussie. Et vous avez, je sais pas, est-ce que vous faites des stats là-dessus? Alors, ça va concerner que vos dossiers à vous, hein, mais Ouais. effectivement, soit des stats sur... Bon, ok, la réussite des dossiers, c'est une chose, mais la réussite corrélée à la durée du conflit, ça doit être plus intéressant encore. Alors, j'allais dire, on divise de la manière suivante. On a une tendance à faire une distinction entre judiciaire et pas judiciaire. Donc déjà, les dossiers judiciaires qui sont des dossiers très enquistés parce que personne en procédure depuis longtemps, je dirais que le taux de réussite il est autour de 65%. Et quand il s'agit de dossiers conventionnels, donc les gens qui viennent à nous, c'est plus autour de 80%. Et je dirais que le préventif, c'est encore plus élevé. Après, moi, j'ai tendance à dire, plus on fait de curatif, plus on a envie de faire du préventif. Il y a quelque chose que à chaque médiation curative, on se dit, mais quel dommage, ces gens-là, je pense particulièrement aux successions, ces gens-là auraient discuté avec le défunt avant que tout ça se mette en place, tout ça s'organise. C'est évident qu'une solution beaucoup plus pérenne et beaucoup plus apaisée aurait été trouvée. Donc, je pense à chaque médiation comme ça, on se dit, il y a vraiment un vrai travail de fond à faire. Tu viens de dire, c'est la photo défunt, du coup? Bah, c'est souvent la photo défunt? Alors oui, moi j'allais dire, en tout cas le défunt, il y a un sujet autour de la communication et le message qui se transmet aux enfants, message qui est souvent différent ou entendu différemment par chaque enfant et qui crée le conflit. Et c'est vrai que le défunt serait là, entouré de ses enfants pour pouvoir dire, bah voilà mon souhait, et que tout le monde puisse l'entendre parler au même moment. C'est certainement que ça faciliterait les choses. Nous, on prône la discussion familiale et c'est vrai que quand on parle, alors dans beaucoup de familles, quand on parle d'argent, déjà on n'en parle pas trop et puis on en parle plutôt en off, on en parle dans un coin, on fait une donation en fonction des besoins des enfants. Donc il y en a un qui a un projet, donc là on va l'aider, etc. Et en fait, nous, le constat qu'on fait, c'est que tous ces sujets-là, finalement, l'argent des parents, en fait, c'est un sujet collectif. Après, ça veut dire revoir tout un tas enfin, on a vraiment tendance à penser, bah non, c'est mon argent, etc. Mais le constat qu'on fait, c'est qu'effectivement, le défunt, dans la mesure où ses héritiers vont être en première ligne après son décès sur tout le volet patrimonial, bah en fait, c'est aussi leur affaire puisque ils vont devoir faire ensemble, va naître une indivision, etc. Donc c'est vrai que nous, on a tendance à dire, bah en fait, une bonne petite réunion familiale, ça pourrait éviter tellement de conflits. Les tribunaux sont remplis en matière successorale de sujets comme ça. Donc c'est vrai que c'est pas grand-chose. Et nous, on dit en même temps, c'est compliqué d'avoir cette conversation-là à l'apéro de Noël, c'est évident. Donc du coup, pourquoi ne pas faire ça dans un cadre bien précis, un jour bien déterminé, et d'être accompagné comme ça. Quand on ressort, on peut se revoir pour dîner et ne pas parler de ça. Mais par contre, quand on vient en médiation, on parle de ça et on est accompagné dans cette discussion-là. Voilà. Concrètement, l'argent, parce que du coup là, on a parlé du conflit, famille, alors orienté soit succession, soit divorce, qui sont les deux grands sujets que vous traitez. C'est toujours une question d'argent? C'est toujours une question d'argent, c'est toujours en apparence une question d'argent, parce que les gens viennent pour des questions financières, mais derrière la question d'argent, il y a beaucoup de symbolique. Et c'est vrai que l'argent, c'est une manière de dire à l'autre qu'on l'aime. Donc, je dirais déjà, pour moi, je peux pas m'empêcher de lier l'argent à l'amour. Et dans le cas de succession, c'est vrai que quand il y a une manière de traiter ses enfants différemment, c'est source de conflit parce que cet argent, quand il n'est pas distribué de la même manière, ça peut être source de beaucoup de souffrance. Donc, on se bat pour ce qui nous fait mal. Et puis, ce qu'on comprend pas, on se bat aussi pour ça. Donc, pour moi, ce n'est jamais qu'une question d'argent. Alors, pour moi, ça n'est pas une question d'argent. C'est jamais une question d'argent. Ouais, okay. Delphine, c'est toujours il n'y a pas beaucoup à gratter pour constater que ça n'est pas une question d'argent. Donc, et tout le problème, c'est que sur ces sujets-là, le volet financier prend toute la place et on a l'impression que ça n'est qu'une question d'argent. Du coup, on ne va pas régler le fond du problème et le fond du problème, il est humain, relationnel, familial. Voilà. À la fois, je sais que dans l'inconscient collectif, souvent amour égale argent, et en même temps,
la manière dont tu le dis, Pauline, c'était ta croyance profonde ou c'est l'observation que tu as fait avec le temps que quasiment pour tous les gens qui passent votre bureau ou pour tous les gens qui sont dans des conflits comme ça, il y a une forte association entre ce que j'ai reçu en termes d'argent donne le thermomètre, c'est un baromètre du niveau, de la quantité, de l'amour que j'ai reçu. Et donc, on est à un moment où on compare. Alors, oui, c'est notre pratique qui nous fait dire ça, c'est évident. Je trouve que dans ces questions financières, c'est de l'amour, c'est de la reconnaissance. Je pense, dans le cadre de succession, quand les parents sont âgés, qu'il y a un enfant qui aide beaucoup ce parent âgé, c'est vrai que d'avoir un peu plus dans le cadre de la succession, c'est une façon de lui dire merci et de le reconnaître dans les efforts qu'il a fait. Donc, pour moi, c'est lié en tout cas à un sentiment proche de l'amour, de la reconnaissance, et c'est aussi une façon de dire, lorsqu'on donne moins à un enfant, c'est un peu une correction. C'est dur à entendre, mais c'est une réalité. On le voit dans les familles, dans les places de chacun dans la famille. C'est vrai qu'il y en a certains qui ont moins, et c'est lié à la relation qu'ils avaient avec les parents. Et du coup, alors, moi, c'est intéressant parce que comment vous traitez ça en médiation ? Là, on est concrètement, le défunt a fait des choix. Il n'est plus là, a priori. Donc, déjà, il y a une interprétation que chacun en fait. Et effectivement, il a pu juger, moi, j'ai un enfant qui est plus capable, qui s'est bien débrouillé dans la vie, qui est bien marié, qui a une situation stable, etc. Et puis j'en ai un, je le considère peut-être comme un peu plus fragile, peut-être sa position dans la fratrie a joué, peut-être ses circonstances de naissance. J'imagine il y a tellement de sujets. Et donc il y en a un qui a été plus aidé que l'autre. Et comment on fait dans votre posture à vous ? C'est-à-dire que peut-être que d'ailleurs, les héritiers en question reconnaissent ce déséquilibre et comment on le gère ? Parce qu'il y a des équilibres, peut-être tout le monde est d'accord qu'il y a des équilibres, et pourtant il y en a un qui demande justice en disant oui, mais je suis pas d'accord que parce que mon frère ou ma sœur elle s'est moins bien débrouillée que je devrais être pénalisée. Après tout, c'est son problème à lui ou à elle si elle a pas su mener sa barque. Et en même temps, on peut pas revenir sur l'interprétation qu'a fait le parent, enfin le défunt, qui était son appréciation à lui et qui a fait avec ce qu'il a pu au moment où il a pu en disant je pense bien faire, quoi. Alors, ça, c'est des choses qu'on voit sans arrêt. Ces différences-là. Et en fait, toute la question, en tout cas la discussion en médiation, c'est déjà d'identifier ce point-là, c'est-à-dire que qu'on puisse dire, en fait, moi j'estime avoir beaucoup moins, et je trouve ça écœurant, parce que pour moi, chacun doit avoir la même chose. Et peu importe, moi j'ai travaillé 20 heures sur 24 pour faire des études de dingue, et je me suis saignée, et donc je trouve pas ça justifié d'avoir moins que toi, etc. Enfin ça, voilà. Donc déjà de pouvoir que chacun puisse exposer son point de vue. On a le droit d'avoir des points de vue différents sur ce sujet-là. Le sujet dont tu nous parles, c'est vraiment le sujet égalité, équité. Qu'est-ce qui vous semble juste ? Et en fait, chacun a un point de vue différent, et on a le droit. Enfin moi, c'est la majorité des cas que vous traitez, j'imagine. Le sujet de l'égalité et de l'équité, ouais. J'imagine, parce que c'est le sujet principal des successions. Mais toi, qu'est-ce qui te semble juste entre je donne 100 à chacun de mes enfants ou je donne 20 à celui qui gagne mieux sa vie et je vais donner 60 à l'autre parce que il est plus en difficulté. Qu'est-ce qui te semble juste ? Voilà. Après, nous, on va avoir beaucoup aussi les donations qui vont être déclenchées par un des enfants qui est dans le besoin. Par exemple, je donne 50 à chacun de mes enfants parce que l'un d'eux a besoin de 50. Voilà. Donc ça, c'est égalitaire. Du coup, j'aligne tout le monde. Voilà. Mais déjà tout le monde n'a pas la possibilité de le faire aussi, les parents. Et puis ils peuvent se dire le moment venu, quand en fonction des besoins de chacun, je donne. Et puis au décès, on se rend compte que tout le monde n'a pas reçu la même chose. Voilà. Est-ce que on est d'accord pour dire que tout est audible, c'est accepté, enfin tout peut se comprendre. La seule chose, c'est de le dire. En fait, et tout notre sujet, c'est de dire en fait idéalement,
si le parent en question pouvait dire ça, dire aux enfants, moi, mon souhait, c'est de donner à celui qui est dans le besoin, ou moi, mon souhait, c'est de donner exactement la même chose à chacun de mes enfants. Voilà, ils le verbalisent, et comme ça, les enfants, ils sont au courant. On n'est pas tous obligés d'être d'accord avec cette façon de faire. On va peut-être pas tous reproduire la même chose avec nos propres enfants, mais au moins, ils sont au courant. Et tout le problème dans les successions, c'est que le défunt n'est pas là pour le dire. Et donc là, on va avoir les frères et sœurs, les enfants qui vont dire, papa voulait que ça soit égalitaire, donc tu dois rapporter, etc., etc. Et l'autre va dire, mais non, moi, il m'a dit que c'était parce que je lui ai rendu service ce jour-là. Et donc, c'est ça le problème, c'est ça. Et donc, c'est tout le problème, et c'est tout l'intérêt de la médiation du vivant des parents. Voilà. Alors, Caroline, tu m'as posé la question directement, et je vais te dire que je ne sais pas, pour être tout à fait honnête. Ouais. Et ça fait écho à des discussions que j'ai eues dans le podcast, souvent sur la même question sur le couple. Est-ce qu'on répartit les dépenses et la charge dans le couple de manière égalitaire ou équitable? Finalement, cette question, elle est tranchée dans le droit, normalement, puisqu'on doit contribuer à hauteur de ses revenus. Et c'est vrai que j'ai beaucoup fait d'épisodes sur ce sujet-là. On essaie d'être de plus en plus sensible et surtout de sensibiliser les hommes et les femmes au fait que, attention, le 50-50 est faussement équitable. a l'air d'être c'est une bonne égalité, mais qui peut être pas forcément la meilleure option en fonction de votre situation. Et je t'avoue que pour la succession, je sens que ça remue plus de trucs, tu vois. Je sens que si je me pose la question pour ma situation personnelle, c'est pas si évident que ça de me dire qu'est-ce qui serait juste. Et tu vois, alors certains auditeurs le savent parce que j'en ai parlé. J'ai repris des études en gestion de patrimoine. Enfin, j'entreprends en ce moment des études en gestion de patrimoine. Je suis pile dans le début des questions de donation, de succession. Et il y a un truc que les auditeurs, c'est intéressant de leur dire aussi. Mais par exemple, sur la question des donations, elles sont toutes réintégrées dans la succession, et en fonction du type de donation qui est fait, on peut revaloriser les calculs sur la valeur de ce qui a été donné. Soit on prend la valeur au moment du don, soit on prend la valeur au moment du décès. Et effectivement, là, on se dit, mais du coup, quelque chose qui semblait équitable au moment où on l'a fait, ou même carrément égalitaire, n'est plus du tout égalitaire à la fin, et donc ça augmente les micmacs. Ah oui, mais papa nous a donné ça, mais etc. Et puis aussi, on en revient à, est-ce qu'on doit pénaliser un enfant qui se débrouille bien avec l'argent, qui sait le faire fructifier, qui sait en faire des choses extraordinaires? Est-ce qu'on doit aussi pénaliser un enfant qui galère plus dans la vie, ou peut-être c'est pas juste qu'il galère, peut-être que oui, il a fait des conneries, peut-être que voilà, il a une gestion désastreuse, etc. Mais jusqu'à quel point c'est juste de le pénaliser ou pas, honnêtement, à titre personnel, j'ai vraiment du mal à trancher cette question. Et on a la vision là, on a la vision enfant et on a la vision parent. C'est-à-dire, on a la vision avec le cœur de parent et on a la vision enfant. Et je pense par exemple à, on va donner un exemple de famille de 2 enfants. Il y a celui qui bosse comme un fou, qui se donne un mal de chien, etc. Et l'autre qui est beaucoup plus tranquille, qui a décidé que la vie, c'était un bon équilibre, plaisir, travail. C'est vrai que celui qui bosse comme un fou, il aura du mal à se dire, parce que moi, j'ai une valeur travail hyper importante, et que ma sœur ou mon frère a décidé de prendre finalement la vie du bon côté et un peu tranquillement, on va me pénaliser parce que j'ai beaucoup travaillé. Je pense à une succession qu'on a eue entre un frère médecin qui travaillait H24 et son frère qui était intermittent du spectacle. Et bien en fait, ça semble pas juste à celui qui a bossé comme un fou. Hein. Voilà, même si pour les parents ils se disent attends, celui qui est intermittent du spectacle, il galère, il y a des mois où il n'y a pas d'argent, etc. Donc on peut pas le laisser dans la difficulté. En tant qu'enfant, on le voit pas de la même manière. Mais je crois qu'il y a un livre que beaucoup de parents qui ont un peu d'argent et de patrimoine devraient tous lire, que j'ai lu, de Millionaire Next Door. Et il y a des études qui ont été faites, notamment aux États-Unis, qui disent qu'on ne rend pas service à un enfant adulte en lui donnant de l'argent. Un enfant adulte, je précise. C'est un parent, là en l'occurrence, ce livre par des millionnaires, mais si on parle en termes de patrimoine, on peut être relativement rapidement millionnaire en réalité. Mais on ne rend pas nécessairement service à un enfant adulte en lui donnant de l'argent. En tout cas, quand je dis on ne lui rend pas service, ça ne cultive pas chez lui un désir
la faim, la, Mm. la fameuse la hargne, la faim, le fait de vouloir se bouger les etc., etc. Donc voilà, pour tous les parents qui pensent qu'en aidant leurs enfants, ils vont leur donner un coup de pied au derrière, un électrochoc et que ça va les aider à effectivement se bouger le cul pour faire de... Voilà, pour peut-être avoir une trajectoire de réussite, en réalité, vous allez découvrir que c'est contre-productif. Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas aider son enfant ? Pas sûr non plus. Moi, je pense que la meilleure aide pour son enfant, c'est de lui expliquer son point de vue. C'est-à-dire que les parents, chacun va avoir un point de vue, va dire, pour moi, franchement, j'aide celui qui en a besoin. Ou alors, pour moi, c'est évident, je donne la même chose à tout le monde. Il faut juste pouvoir le dire. Je pense qu'on peut tout entendre. Tout est question de manière. Et donc, il suffit de pouvoir dire, en fait, j'ai fait un choix. Voilà mon choix et voilà pourquoi j'ai fait ce choix-là. Voilà. Mais on a le droit de privilégier celui qui bosse. On a le droit de voilà. Donc il faut juste. Et petit complément, parce que je pense qu'on a eu ça il n'y a pas longtemps en médiation aussi tous les deux, Caro, en succession. Là, on parle de l'enfant qui a plutôt une vie tranquille, voilà, qui se met pas trop la pression, mais on parle pas de l'enfant malade. Un enfant qui naît un peu faible, un peu chétif et qui a du mal à grandir, etc. Alors tu fais comment ? Pareil, se pose de nouveau la question, est-ce que tu l'aides ? Est-ce que quand tu as des difficultés de vie, est-ce qu'en tant que parent, tu aides tes enfants plus ou pas ? Je pense que très naturellement, ils vont le faire. Et ça crée, enfin, je veux dire, ça repose les mêmes questions. Hein. Après, on est beaucoup moins à l'aise avec la réponse, c'est sûr, quand on touche à la santé. Mais voilà, de nouveau, se crée un déséquilibre. Non, mais en vrai, on revient. Moi, j'entends parfaitement que un frère, une sœur qui est malade et qui a reçu peut-être à la fois plus d'attention, plus de soins et peut-être aussi plus d'argent, ça puisse créer quand même une forme de rancœur en disant mais moi aussi j'étais là, mais moi aussi j'ai existé. Alors les parents ont probablement fait comme ils ont pu, c'est toujours la même chose, mais et moi je voudrais parler du cas, et je suis sûre que vous l'avez eu, où les parents n'ont pas forcément fait comme ils ont pu. Je veux dire, le cas de favoritisme flagrant. C'est-à-dire, parce que là, on parle de situations où les parents ont cru bien faire, mais je suis sûre que vous avez eu en médiation des situations qui, même à titre personnel, vous ont peut-être heurté, où clairement, là, il y avait une volonté claire de favoriser un tel vis-à-vis d'un autre, ou alors un conjoint survivant vis-à-vis d'enfants, ou alors les enfants d'une union vis-à-vis des enfants d'une autre union. C'est sûr que vous avez vu ça. Oui, bien sûr, même plusieurs fois. Je pense à... Alors là, en plus, tu touches à une question... tout de suite, ça me fait penser aux familles recomposées et à la question de la place des enfants du premier lit et des enfants éventuellement d'un deuxième lit, la place du conjoint survivant qui est du coup souvent le deuxième époux, et comment traiter tout le monde bien, que les enfants du premier lit ne soient pas alimentés dans le sentiment qu'ils ont d'être un peu la dernière roue du carrosse. Comment faire pour que le conjoint, qui est forcément un peu exposé, forcément un peu en risque, avec ses enfants du premier lit, avec qui il a plus ou moins une bonne entente, ou avec qui il craint d'avoir un jour une mauvaise entente, soit quand même protégé. Et je pense que pour ces deuxièmes mariages qui sont du coup, quand la personne décède, ça veut dire que c'est un mariage qui a fonctionné. Je pense qu'on a vraiment à cœur de protéger ce conjoint survivant, et du coup peut-être de le favoriser. Mais quand on favorise le conjoint survivant, du coup, c'est nécessairement très souvent au détriment des enfants du premier lit. Et ça ajoute à ça la question des enfants qu'on a avec ce deuxième conjoint, parce que ces enfants qu'on a avec ce deuxième conjoint, ils vont hériter du défunt, donc du parent, mais aussi du conjoint survivant. Donc, il aura forcément plus que les enfants du premier lit. Donc, on a fait récemment une conférence sur les familles recomposées. C'est une vraie bombe à retardement, et on aura envie de bien faire, hein. Mais je trouve ça quasiment insoluble. Mais moi, je suis d'accord avec toi, parce que pour étudier ça en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a un énorme vide juridique sur la place des enfants d'un premier lit. Que ce soit dans la situation du régime par défaut, donc le régime de la communauté réduite aux acquis. On l'a aussi dans la communauté universelle, où alors là, c'est une catastrophe pour les enfants d'un premier lit. Je ne sais pas exactement sur la séparation de biens, mais à partir du moment où il y a un conjoint survivant, en réalité, effectivement, ça se fait totalement au détriment des enfants d'une première réunion. Et
et pas de la deuxième union. Voilà, enfin, moi j'ai l'impression que le droit est mal fait dans ces cas-là, et donc de fait on est quasiment obligé de se trouver dans des situations de conflit, alors que personne n'est responsable, c'est un peu le droit qu'il est, ou alors il faut être tellement sensibilisé à la question qu'un testament viendrait rétablir les choses, et encore, parce que du coup, ça voudrait dire le faire au détriment du conjoint survivant. Je suis même pas sûre qu'on puisse organiser un cadre légal dans lequel, effectivement, les enfants de la première union ne soient pas un peu lésés par rapport, notamment au conjoint survivant. Alors, il y a quand même 2-3 bricoles prévues, mais c'est évident que c'est une situation dans laquelle il faut immédiatement être accompagné et aller voir au moins son notaire pour bien ficeler ça, et encore une fois, ensemble. C'est-à-dire vraiment comment s'assurer que tout le monde y trouve son compte, va pouvoir l'accepter, etc. En fait, ça se fait ensemble. Alors, tout le problème, c'est que généralement, eh bien, à ça s'associe une mauvaise entente, le sentiment d'être rejeté, ou ma mère a été quittée pour cette femme, ou enfin voilà. Donc c'est ça aussi qui vient faire qu'on a énormément de mal à en discuter forcément. Et donc le père qui refait sa vie, eh ben il n'a pas du tout envie d'aller justifier auprès de ses enfants de la première union de la raison pour laquelle il a quitté leur mère. Donc voilà, très concrètement, il y a tout ça en fait là-dedans. Mais idéalement, oui, faudrait être accompagné, enfin en tout cas pouvoir dire, mais encore une fois, en fait, l'homme en question, c'est ses choix, voilà. Donc on va pas pouvoir. Mais c'est vrai que s'il peut anticiper en préparant un peu ses enfants, en discutant pour que tout le monde quand même y trouve suffisamment son compte, c'est sympa pour tout le monde. Mais ça aussi, c'est un peu cette idée de que le défunt a le choix de faire ce qu'il veut de son argent dans la limite de ce qui est prévu par la loi. Je trouve que c'est pas... Enfin, alors peut-être qu'il y a des gens qui trouvent ça parfaitement facile à accepter. Et je trouve que c'est peut-être d'autant plus facile à accepter que tes parents sont pas forcément riches comme Crésus, que toi t'as une bonne situation, mais même si t'as une bonne situation mais que tes parents sont riches comme Crésus, je trouve que l'idée de mais faites ce que vous voulez de votre argent, mais donnez-le à des milliers d'associations si vous voulez, et ne me laissez rien, ou alors je prends ma quotité disponible, peut-être qu'on va expliquer certaines notions juridiques, mais je prends la part de mon héritage dont je peux disposer librement pour la donner par testament à un de mes enfants et pas aux autres. Ouais, et du coup, il y a vraiment cette idée de... après tout, cet argent, je veux dire, à un moment donné, avant que la personne décède, on pourrait se dire, mais il a bien le droit de faire ce qu'il veut avec son argent. C'est ça qui est assez incroyable, c'est que... Et en fait, quand on se met dans la posture de celui qui va hériter, on se dit, oui, mais quand même, non, pas trop, quoi. Enfin... Il peut partir, il peut se faire un petit voyage aux Bahamas, mais il va pas non plus dilapider ma fortune, et encore moins le donner à des associations. Mais qu'est-ce qu'il est allé faire à signer un chèque pour cette association? Mais qu'est-ce qu'il est allé faire à signer un chèque pour un tel? Et puis alors c'est encore pire quand un frère, une sœur, un demi-frère, une demi-sœur a été avantagé éventuellement par testament. Mais voilà, je trouve ça délicat, ce côté. C'est ça. Ouais, je comprends très bien. C'est un dû, en fait, on l'attend. Pourtant, on hérite tard en France, donc. Mais je suis d'accord avec toi. On attend cette part du gâteau à laquelle on estime avoir droit. Donc, ça, c'est un état d'esprit, mais qui est extrêmement développé. C'est-à-dire que vraiment, c'est rarissime qu'on ait eu des personnes disant, notre père a donné à droite à gauche et c'est bien normal. Vous les avez pas en cabinet, ceux-là. Non, on les a pas. Mais pour juste, j'avais pris une petite note parce que tu parlais du sentiment d'injustice, enfin en tout cas de l'inégalité de traitement des enfants. Ce qu'on voit, alors il y a effectivement des avantages avérés financièrement parlant, des donations, des testaments avec la quotité disponible transmise, etc. Donc ça, il n'y a pas de doute sur le fait qu'il y a un enfant qui va être avantagé. Après, encore une fois, il peut y avoir tout un tas de raisons pour lesquelles on avantage un enfant. Mais il y a aussi le sentiment
qu'ont les enfants d'avoir été désavantagés. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup en médiation. C'est un peu les comptes. On fait les comptes, le volet financier, mais on fait aussi les comptes de l'amour qu'on a reçu, du temps qu'on a passé, etc. Et je pense notamment à une succession hyper émouvante qu'on a eue entre un frère et une sœur assez âgés, qui finalement, on les a réunis, qui étaient en conflit au tribunal depuis des années pour une question successorale. Et finalement, on les a réunis. Et le frère a pu dire, moi j'ai été malade étant petit, du coup j'ai été mis un peu dans un pensionnat un peu médicalisé très tôt, et donc je n'ai pas eu la chance de vivre avec nos parents, et c'était toi, ma sœur, qui a été toujours la préférée, etc. Et finalement, ça a été l'occasion pour lui d'entendre sa sœur dire, mais ma vie, elle était ultra triste, ultra horrible, les parents étaient ultra inquiets pour toi, et finalement j'ai eu une vie, une enfance hyper difficile, alors que le frère s'était imaginé qu'elle avait une vie de rêve. Et donc ça sert à ça aussi, la médiation, parce que c'est confronter ces familles-là qui finalement ne communiquent pas depuis l'origine, et cette conversation, elle a été géniale, ça a désamorcé en quelques heures un énorme conflit judiciaire, et finalement ça valait quand même le coup. Et le constat qu'on fait, c'est qu'ils avaient un peu l'un et l'autre le sentiment d'avoir été avantagés. En fait, c'était une fausse idée, voilà. Et en complément, je pense à une autre médiation avec une histoire, je trouve symboliquement aussi tout aussi éclairante. C'est forcément une famille recomposée avec un enfant d'un premier lit et un enfant d'un deuxième lit qui a été adopté. Donc, se pose la question de l'adoption. Et c'est la possibilité, en fait, la médiation, ça offre la possibilité à chacun de pouvoir expliquer comment il vit les choses et comment il les ressent. Et c'est vrai que l'enfant du premier lit, qui a vu ses parents se séparer jeunes et qui, du coup, a beaucoup manqué du parent, en l'occurrence le père, absent, qu'il a très peu pris en vacances, qui s'est beaucoup occupé de cette famille du deuxième lit, qui a fini par adopter l'enfant de sa femme, de pouvoir au moins avoir un espace pour dire, c'est vrai que le fait que à terme, dans la succession de notre père, tu aies une plus grande part parce que ta mère va hériter, toi tu vas hériter, et donc au final tu hériteras plus que moi, alors même que tu n'es pas l'enfant du sang, que tu as été adopté et que t'as été élevé par ce père. Et la médiation, ça permet ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut pas dire en justice, qu'on peut dire seul à son avocat, mais l'effet, il est très limité. Donc la médiation, c'est pouvoir dire ce qu'on a sur le cœur. Et je crois que ça apaise. Et du coup, effectivement, une partie de la médiation, c'est prendre ce récit, donner la chance à la personne de pouvoir exprimer ces choses-là. Et ensuite, ça va pas forcément changer les choses après. Il y a pas nécessairement... De toute façon, j'imagine, quand il y a un testament, qu'il a été fait en règle, etc., en réalité, vous êtes dans... D'ailleurs, je sais même pas comment ça peut bloquer dans ces situations-là. Parce que quand tout a été fait en règle, ça bloque. Mais en fait, on peut bloquer pour tout. On peut bloquer pour tout dans la vie. C'est-à-dire, on peut bloquer sans bonne raison. Donc, j'allais dire, le blocage, la force du blocage, c'est pas forcément parce qu'on bloque pas parce qu'on a raison, on bloque parce qu'on n'est pas d'accord, et on peut ne pas être d'accord, et au final que le juge nous dise au bout de X années, vous n'aviez pas le droit de bloquer, et nous condamne. Ça empêche qu'on a bloqué tout le monde, qu'on a fait perdre énormément de temps à tout le monde. Bloquer, c'est ne pas signer, en gros, c'est ça? Ouais, exactement. Je ne veux pas signer. Okay. Ne pas répondre, ne pas signer, potentiellement assigner sur X sujets différents, etc. Donc, c'est ça qui est un peu désolant. Ouais, que nous on voit énormément, c'est que il arrive qu'il y en ait un des deux qui est un peu la loi pour lui, qui soit assuré, qu'il est assuré que il va l'emporter au tribunal. Bon, il y a quand même toujours un aléa judiciaire, donc bon, ce discours-là il est quand même compliqué à entendre, mais voilà. Mais en fait, l'autre a un tel pouvoir bloquant, avec l'état des tribunaux actuellement, les délais, la souffrance, le coût que représente le conflit, et bien en fait, ce pouvoir bloquant, il est énorme. Donc peut-être qu'à la fin, il perdra et il devra payer, mais en fait, ça sera dans 10 ans. Ils seront tous les deux usés jusqu'à l'os, et voilà. Donc et finalement, le pouvoir bloquant, c'est ultra gênant. Ouais. Alors, du coup, on est sur des sentiments assez bas, assez mesquins, parce que là, on est dans la vengeance. Enfin, vraiment, ce que ça... c'est... Ah, je te vois, Caroline, faire l'amour. Les deux font l'amour. En fait, okay. Non, il y a un truc qui est hyper... qui illustre très bien cette idée-là. C'est en matière conjugale,
suite à une séparation, c'est ce qu'on appelle l'indemnité d'occupation. Alors, je sais pas si ça te parle. C'est on se sépare, on est propriétaires tous les deux de l'appartement. Moi, je reste dans les lieux, souvent avec les enfants, et toi, tu vas t'installer dans une coquette studette parce que t'as pas les moyens de mieux. Mais moi, je reste dans le 150 mètres carrés avec les enfants. Et finalement, au bout de X années de procédure, eh bien, celui qui vit dans une coquette de studette et qui continue à rembourser l'emprunt du bien commun, etc., demande une indemnité d'occupation à celui qui est resté dans les lieux pour sa part de propriété. C'est-à-dire, il va demander en gros la moitié d'un loyer, un peu décoté, etc. Mais bon, voilà. Et l'autre qui est resté dans les lieux va dire, mais c'est inimaginable ce que tu es en train de me demander. Tu m'as quitté, tu m'as laissé les enfants et en plus je vais devoir te payer un loyer. Et pour autant, ça c'est un sujet très assez carré légalement parlant, il y a assez peu de doutes. Alors il peut y avoir une discussion un peu sans fin sur le montant du loyer, mais sinon le fait qu'une indemnité d'occupation soit due, ça fait pas tellement de discussion. Et ben en fait, pour autant, on peut comprendre que celui qui est resté dans les lieux trouve ça écœurant pour toutes les raisons que je viens d'expliquer. Donc voilà, et donc tu vois, c'est juridiquement au bout de X années, la personne devra une indemnité d'occupation à coup sûr, et pour autant, on trouve ça tellement écœurant et tellement indigeste alors qu'on s'est déjà fait quitter, etc., que il est hors de question que je paye cette indemnité d'occupation. Voilà. C'est des choses qu'on voit. C'est un peu la différence entre la justice des textes et la justice des hommes, de l'humain, et qu'est-ce qu'on considère comme juste, injuste. Les deux points de vue sont défendables, encore une fois. C'est ce que j'imagine dans votre situation. Ce qui est pas simple, c'est moi je serais la meilleure amie de l'un, je dirais non, c'est la loi, tu as le droit. Puis je serais la meilleure amie de l'autre, il est bien vache celui-là. Il t'a trompé, il t'a quitté, il te verse pas de pension, il prend pas les gamins le week-end, et en plus il te demande une indemnité, et tout s'entend un petit peu. Mais en fait, c'est hyper amusant ce que tu dis, parce que moi, quand j'ai commencé la médiation, il y a des sujets sur lesquels je me suis dit, ça va être impossible pour moi d'entendre l'autre. Ça va être impossible. Tellement, là, ça me semble évident que elle a raison, etc. Et en fait, je pense que ça se compte sur les doigts d'une main les fois où je n'ai pas pu véritablement entendre ce que quelqu'un me disait. C'est-à-dire que vraiment, on peut tout entendre, et c'est ça notre formation, hein, c'est de pouvoir comprendre la différence de point de vue, etc. Et en fait, on peut tout entendre parce qu'on entend tout le raisonnement. C'est-à-dire vraiment de mon idée de départ à comment j'ai construit, etc. Et donc, une fois qu'on entend ça, on se dit, bah ouais, moi, je suis pas forcément d'accord, mais je peux comprendre, en fait, qu'il raisonne comme ça. Voilà, en partant, voilà. Donc, et ça, c'est passionnant. C'est passionnant. C'est ce qui fait on peut, et c'est pour ça qu'on dit tout le temps, on peut tout entendre. C'est quoi le résultat d'une médiation? C'est juste, on est concrètement, on a une acceptation. Alors, il peut y avoir, j'imagine, plusieurs scénarios. Il y a déjà celui qui bloque ne bloque plus, ou on arrive à une solution alternative que celle qui était proposée au départ. On est à peu près sur ces deux scénarios de sortie. Okay. Alors dans la solution positive, si on l'envisage positivement, effectivement, c'est que les gens trouvent une solution sur tous les points qu'ils ont à régler. Donc ça veut dire effectivement que celui qui bloquait cesse de bloquer, et qu'on puisse trouver un accord, très souvent accord qui est rédigé en médiation par les conseils, et après qu'on transmet soit au juge si les gens sont en procédure, soit au notaire quand ils ont besoin de se partager le patrimoine, etc. Donc je dirais c'est comme ça qu'on s'en sort bien. Après, il arrive que les gens aient X sujets et finalement trouvent des accords sur certains points et pas d'autres. On parle d'accords partiels. Mais c'est, entre guillemets, s'en sortir bien de la médiation, ce serait ça. Mais après, moi, je dis, soyons vigilants, parce que c'est pas... se limiter à ça, ça voudrait dire que finalement, on vient chercher quelque chose uniquement de concret dans la médiation. Et je dirais que même lorsque les gens trouvent pas de solution, il arrive qu'ils trouvent après des solutions. Et nous, on a comme ça plusieurs dossiers où les gens arrêtent la médiation et on apprend quelques mois après par les avocats qu'ils ont trouvé une solution. Donc c'est que nous, notre travail, il a consisté à préparer un terreau, je pense, suffisamment bon pour réussir à créer quelque chose après que les avocats puissent trouver un terrain d'entente. Donc je dirais qu'elle peut réussir la médiation sans que nous on soit là jusqu'à la fin du processus. Et puis dernière chose aussi, la médiation, elle peut prendre fin sans que les gens trouvent d'accord, mais pour autant qu'ils aient pu se parler. Et je pense que ce premier point de la médiation qui est
plus humain, plus relationnel, certainement plus psy. Il est que les gens viennent rarement chercher, parce que les gens viennent chercher avant tout une solution concrète et ils disent toujours, nous, on n'est pas pas là pour faire une thérapie. Ça empêche qu'ils en voient beaucoup les effets positifs. Donc, ils peuvent ne pas trouver de solution et pour autant trouver un bienfait de l'apaisement à cette discussion. C'est vrai que en fait, le blocage, c'est un énorme cri. C'est-à-dire que souvent, une personne qui bloque, qui est hyper silencieuse pendant des années, quand on propose la médiation, finalement, elle va être assez favorable à cette idée parce que ça va être enfin l'occasion de pouvoir dire pourquoi je suis pas d'accord, pourquoi je trouve ça injuste, pourquoi je trouve ça écœurant, etc. Donc, souvent, ça fait quand même beaucoup bouger les choses. Mais les gens arrivent à parler parce que, tu vois, genre, j'ai jamais parlé, j'ai jamais réussi à dire les choses. Il y a des choses qui peuvent être vraiment très, très, très profondes, et puis il y a des personnalités, et puis il y a des rapports de domination, il y a celui-là, c'est la grande gueule de la famille, on l'a toujours écouté, et puis c'est lui, il impose son point de vue, et puis moi, on m'écoute jamais, et puis ni, et à tort ou à raison, je dis ni, mais à tort ou à raison, si tu veux, mais c'est vrai que, mais dans la société, c'est pareil, c'est ceux qui crient le plus fort qu'on entend le plus, hein, de toute façon. Et vous arrivez à créer un climat suffisamment propice à ce que tout le monde puisse exprimer quelque chose, à ce qu'ils sont allés vraiment au bout du truc, peut-être certains non, mais que des choses puissent être exprimées. En fait, on a une méthode qui fait que de toute façon, en fait, on va pas rentrer dans une discussion je dirais frontale, où on va leur demander à chacun ce qu'ils pensent, etc. On va les emmener dans notre processus où on va les faire réfléchir chacun individuellement à, selon eux, quand est-ce que la communication s'est grippée, quand est-ce que la communication s'est rompue. Et donc, du coup, on va faire un tour de table autour de cette question-là. Ce qui fait que tout le monde va devoir participer. Et après, c'est vrai que surtout en comédiation, on est extrêmement vigilante à ce que chacun ait la parole. Mais tout en sachant qu'il y a des gens qui ont besoin de faire 10 phrases pour donner une idée et d'autres qui, en une phrase, ont transmis leur idée. Donc ça, on respecte les gens par rapport à leur personnalité. Donc, il y a des gens qui sont plus efficaces à la manière de communiquer. Mais vraiment, on est extrêmement vigilante parce qu'en plus, c'est des choses sur lesquelles les gens nous attendent. On est extrêmement vigilante au fait que chacun puisse trouver sa place et que les déséquilibres familiaux qui peuvent exister dans la famille quand ils sont seuls ne se rejouent pas en médiation. Donc, on fait en sorte et très souvent les gens, en fait, comme on les rencontre individuellement avant l'entretien collectif, ils vont nous dire, moi j'ai l'habitude, mon frère, il crie hyper fort et dès qu'il crie, je me tais. Et donc, du coup, nous, on est extrêmement vigilante à éviter que ces mécanismes se remettent en place en notre présence et on se permet de leur dire, en fait, si vous rejouez le même jeu que quand vous êtes seul, on ne sert à rien. Donc, il faut on est assez cadrante, on leur dit, voilà, il faudra que vous acceptiez nos règles de communication, notre cadre, et que chacun puisse trouver sa place pour que, du coup, cette médiation puisse se poursuivre. Et je dirais que c'est à ça qu'on sert, en fait, nous. On le voit beaucoup en matière successorale, on le voit aussi beaucoup en matière conjugale, parce que l'une des raisons du conflit, c'est justement ce déséquilibre entre les deux. C'est-à-dire qu'un couple, c'est souvent trouvé parce que ce déséquilibre, c'est-à-dire tu as celui qui est très bavard, très au fait du volet financier, etc. Et puis tu as l'autre qui est plus discret, moins au courant, etc. Et en fait, nous, c'est à ça qu'on sert, c'est de replacer tout le monde à peu près sur un pied d'égalité. Donc, ça veut dire et en termes de parole et en termes de connaissance des sujets qu'ils ont à régler, etc. Donc, vraiment, et nous, on va aller chercher justement celui qui potentiellement parle moins, alors sans le brutaliser, mais c'est vrai que l'idée, c'est quand même de dire, si on vient demander quelque chose ou si on a une position, eh ben, il va falloir le dire. Donc, forcément, on va leur demander de s'exprimer. Après, nous, il nous en faut pas beaucoup pour ensuite rebondir en disant, voilà, moi, ce que je comprends, voilà, j'ai l'impression que vous êtes en train de dire ça, est-ce que je me trompe, etc. Donc, même les gens qui ont un peu du mal à s'exprimer, à communiquer ou à dire le fond de leur pensée, on va quand même pas mal aller les aider à ça. Voilà. Sur la typologie de gens qui viennent vous voir, alors, j'ai bien compris qu'il y en avait qui vous étaient référés, et puis il y en a d'autres qui viennent vous voir. Est-ce qu'on est forcément dans des cas où il y a beaucoup de thunes? Est-ce qu'on est sur des typologies de familles, de couples où il y a beaucoup d'argent? Pas nécessairement. À quelle situation vous êtes confrontés? Alors, premièrement, pas nécessairement. Deuxièmement, je pense par exemple à certaines familles qui peuvent avoir en apparence avoir l'air fortunées, mais qui ont déjà transmis tout leur patrimoine du vivant des parents, et donc du coup, au moment de la succession, il n'y a pas grand-chose. Donc l'enjeu, il est minime. Après, derrière ce dernier enjeu
se jouent certainement beaucoup de choses qui se sont passées du vivant des parents. Donc, j'allais dire, on parle souvent d'enjeu au litige. L'enjeu au litige, il n'est pas toujours si important, il n'est pas en corrélation avec l'intensité du conflit. J'allais dire, on peut vraiment, je sais pas, je me souviens d'une succession, d'une famille un peu traditionnelle, etc., de 4 garçons, et le plus gros sujet a été le sujet du fusil de chasse du père. C'est-à-dire, papa avait laissé son fusil dans la maison, tous chasseurs, et ils avaient tous à cœur de récupérer ce fusil, et le fusil qui a disparu. Et c'était le plus grand sujet, le sujet qui crispait le plus, parce que derrière ce fusil, il y avait, on a tous appris à chasser clapas, on l'a suivi dans les bois, etc. Et donc du coup, on parlait de finalement ce fusil aux gens, je veux dire, à la vente, c'est rien. Comment ça, il a disparu? Les frères s'accusaient de l'avoir évidemment. accaparé. Du coup, quand quelque chose disparaît, on est toujours convaincu que la diamant de la grand-mère, comme le fusil du père, il y en a un qui a mis la main dessus juste avant qu'on se réunisse au moment de l'enterrement et qui s'est bien gardé d'aller le rendre. Hein. Donc, pour moi, ça va avec les bijoux de famille. Les bijoux de famille, c'est toujours le même cas. C'est-à-dire, c'est amusant parce que sur cette vieille photo de famille, notre grand-mère avait un très joli diamant. On ne l'a jamais retrouvé. Et donc, du coup, il y a toujours des suspicions folles autour de qu'est-ce qu'il a récupéré, est-ce que tu te rappelles pas, elle le portait, je pense, à l'hôpital, mais du coup, qu'est-ce qu'il a vu pour la dernière fois, etc. Donc, et là, je parle du diamant, mais ça pourrait être une petite pierre, ou l'alliance, même le sujet de l'alliance est un sujet. Donc, je crois pas que l'enjeu financier soit le véritable enjeu. Après, on a aussi beaucoup de couples. Enfin, moi, je pense notamment à des couples qui se séparent. Et il y a un bien, pas forcément un gros bien, pas forcément un bien de valeur, mais en fait, s'il y a un conflit entre au sein de ce couple, en fait, ils sont hyper bloqués, ils vont pas pouvoir vendre le bien, ou alors la somme sera séquestrée chez le notaire, aucun des deux ne pourra rebondir, et pour autant, ils n'ont pas des énormes moyens, mais le conflit est extrêmement polluant pour eux, ils n'arrivent pas à rebondir, c'est sûr, et derrière, ils n'ont pas non plus les moyens de la procédure qui les attend, parce que pour en sortir, quelles options? Soit on essaye péniblement avec notaire, avocat, etc. Et on n'y arrive pas. Du coup, l'étape suivante, ça va être très probablement la voie judiciaire. Et la voie judiciaire, quand il y a de l'immobilier, elle est hyper coûteuse. Ça veut dire l'intervention d'experts, etc. Et c'est long. Donc, du coup, en fait, même sans un très gros patrimoine, le conflit, il est extrêmement coûteux. Donc, ces gens-là, nous, on leur recommande forcément la médiation, hein, parce que là, ça va leur coûter énormément d'argent. En fait, l'argent est un prétexte pour régler ses comptes, comme on dit. Alors, l'expression est tout à fait... Ou faire payer l'autre. Là, tu parlais d'un... Ben oui, parce qu'on solde. On solde quelque chose. On solde Là, dans le cas du divorce, on solde la relation. S'il y a des enfants, on sera probablement amené à avoir quand même un contact quelconque, de toute façon. Mais effectivement, on solde beaucoup de choses. Et donc, effectivement, l'argent, c'est aussi un moyen de se faire reconnaître. Mais dans les tribunaux, c'est pareil. Hein, l'argent, c'est aussi moyen de se faire reconnaître en tant que victime, avec des compensations, avec des dommages et intérêts, avec des préjudices, etc. Et donc, là, c'est un peu l'idée, OK, il y a ce que le droit dit en matière de régime matrimonial et donc ce qui devrait se poser dans notre cas. Et puis, encore une fois, il y a la justice de l'humain et il y a, moi, je veux que l'argent vienne reconnaître un état de fait, un adultère, une tromperie, des cachotteries. J'ai appris l'existence de ce terme, l'infidélité financière. Donc, le fait qu'on quelqu'un ait volontairement caché des comptes, des revenus, des investissements, etc. Donc, il y a vraiment cette idée, c'est peu importe ce que le droit dit, ok, un jour, on a mis notre écriture sur un bout de papier quelque part, de toute façon, on s'était pas vraiment renseigné à l'époque, mais moi, maintenant, je veux qu'on rétablisse la justice, et la justice, c'est toi qui m'as quitté, tu ne veux pas prendre les enfants la moitié du temps, c'est toi qui as fait cet investissement, c'est toi qui as voulu acheter cette maison, moi j'étais pas d'accord, c'est toi qui as voulu qu'on déménage en Bourgogne alors que moi je voulais rester à Lyon. On refait l'histoire. Ouais. Exactement. Ouais. Et donc c'est pour toutes ces choses qu'on a consenties, pour toutes les choses qu'on a concédé l'un à l'autre, maintenant il faut passer à la caisse. Sachant qu'à ça, je dirais, s'ajoute l'énorme stress du futur.
C'est-à-dire que non seulement tu as effectivement tous les comptes du passé à régler en disant trop fameux sujet de j'ai sacrifié ma carrière pour élever les enfants. Quand tu fais les comptes, évidemment que tu vois que auras une retraite divisée par 2, si ce n'est plus, du fait que tu as beaucoup moins travaillé, etc. Donc tu as ces comptes du passé. Mais tu as aussi l'énorme stress de l'avenir parce que justement, est-ce que je vais pouvoir me reloger? Est-ce que je vais pouvoir nourrir mes enfants? Est-ce que je vais pouvoir, quelle retraite je vais avoir, etc. Donc tout ça, c'est l'occasion de faire des énormes comptes. Et ce qui est dingue, c'est les gens sont prêts à se protéger tant qu'ils sont ensemble, alors que les règles de protection sont faites pour quand on n'est plus ensemble. C'est ça qui est dingue. Oui, bien sûr. Les gens comprennent pas que les règles de régimes matrimoniaux sont pas tellement faites pour le pendant le mariage, elles sont faites pour après, que ce soit après un divorce ou après une mort. Et c'est pourtant après que toutes les règles sont remises en question. Non. Et en réalité, la question de la protection, on a vécu ensemble à un moment donné, on a eu tel train de vie, on a calqué notre vie sur ça, on a calqué notre vie sur le choix de répartition de nos ambitions professionnelles, etc. La contrepartie à ça, effectivement, c'est qu'il y en a un de nous deux qui sera dans la répartition favorisée parce qu'il a besoin d'être plus protégé que l'autre. Et souvent, c'est difficile à entendre parce que comme on ne discute pas de ces choses-là, pour un régime de mariage légal, on passe pas chez le notaire, on s'informe pas. Et donc, il y a cette réalité qui n'est pas consciente. C'est-à-dire, je construis une protection, mais les comptes seront faits quand on se séparera, peu importe qui est responsable ou pas de la rupture, d'ailleurs. Ça, c'est un vrai sujet, hein. C'est l'information. Enfin, nous, on est quand même confrontés à énormément de couples qui ne savent pas, qui découvrent au moment de la séparation à quelle sauce ils sont mangés. Et ça, c'est un choc énorme. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même un vrai sujet sur l'information de manière générale. Enfin, c'est une vraie question, quoi. Je me demande si ça ne devrait pas être obligatoire. Je sais pas à quel moment de la vie il faudrait le caser, mais il y a quand même un petit sujet, ouais, sur l'information. Tu sais, dans le régime, dans le mariage à l'église catholique, il y a une préparation au mariage. Il devrait y avoir... Non, mais alors, ceci dit, effectivement, on nous pose la question quand on va chez le maire, est-ce que oui ou non a-t-il été fait un contrat de mariage et il devrait peut-être probablement y avoir un passage obligatoire au moins ou qu'un livret soit distribué avec un certain nombre d'informations et de choses en fait aux futurs époux. Ouais. Et en même temps, en te disant ça, je me dis même les personnes qui ont fait un contrat, figure-toi, que nous, on les voit et elles sont plus du tout d'accord avec la lecture de ce contrat. Hein. C'est-à-dire qu'il y en a toujours un qui l'applique à la lettre à la sortie en disant « mais je l'applique à la lettre » parce que probablement qu'au final, ça l'arrange. Bah oui. Et l'autre qui revoit sa copie en disant « mais attends, moi, c'est pas du tout ce que j'avais compris ». Voilà, donc c'est vrai qu'on refait un peu l'histoire parce que quand on a signé, évidemment que cette sortie n'était pas envisagée. Et toute la difficulté de refaire l'histoire, c'est que souvent pendant la vie de couple, on se raconte une histoire qui est juridiquement qui tient pas la route. On s'y accroche dur comme fer et à la sortie, on a le juriste bien compétent qui nous explique qu'on a fantasmé à un truc qui n'avait pas lieu et sans être ultra intéressé, mais en tout cas on s'est senti protégé, on s'est dit c'est bon, je signe ça, je sais que je suis protégé. C'est le cas de l'appartement qu'on achète à 50-50 et finalement il y a un très gros apport et on s'est trompé, on n'a pas bien compris en fait. Et donc du coup c'est qu'à la sortie, on est là en train d'un peu crier fort en disant mais te rappelles, on s'était dit, tu m'avais promis j'aurais 50-50, etc. Oui, sauf que en fait le juriste vous explique que c'est pas comme ça et celui qui n'a plus envie de faire le cadeau, il est plus tenu à son cadeau. Donc c'est dur. Voilà, c'est dur et c'est ça qui fait le blocage et c'est ça aussi qui fait qu'on va devant le juge, qu'on tient fort parce que cette parole donnée, on a envie qu'elle s'exécute et que le juge contraigne l'autre à l'exécuter et donc c'est ça aussi, je pense, qui fait la longueur des procédures et pourtant on a toutes les chances de se faire débouter, mais ça paraît insupportable et affreusement injuste et là on tombe dans le sujet du mensonge, etc. Enfin, mais je trouve que de la même manière que les couples, il y a probablement un déficit de dialogue au sein des couples sur les questions d'argent et surtout sur redéfinir les règles au fur et à mesure de la vie du couple. Mon impression, à mesure que je m'informe et que je rentre dans ce sujet d'un point de vue professionnel des régimes matrimoniaux, je fais... Mais en fait, on décide un peu une bonne fois pour toutes. Après, effectivement, il faut repasser régulièrement chez le notaire. En fait, il faut se reposer la question régulièrement. Prenons l'exemple d'un jeune couple
chacun travaille, des revenus qui sont à peu près les mêmes, on va dire. Il y en a peut-être un qui est en freelance indépendant, paf, on fait un contrat de mariage en séparation de biens. Et puis en réalité, après, il y a un autre projet de couple qui s'installe. Et puis madame prend un congé parentalité. Et puis en fait, sa carrière stagne un petit peu. Et puis la répartition professionnelle se fait différemment au sein du foyer, la répartition des revenus aussi. Et en réalité, peut-être le régime qui convenait au début ne convient plus et est plus protecteur de celui qui a fait les sacrifices. Et en fait, on n'a pas ces conversations. Alors, on peut avoir les conversations au niveau d'en dessous, c'est-à-dire comment on répartit les dépenses. Mais de là à repasser chez le notaire, mais honnêtement, je suis même pas sûre que je le ferais. Enfin, c'est quand même oui, non, personne le fait, quoi. Delphine, personne le fait, ça c'est sûr. Mais moi, je dis pas forcément complètement changer son contrat de mariage. Et voilà. Après, c'est une possibilité qui est offerte maintenant de changer son régime. Donc profitons-en. Mais en fait, d'être au courant, donc ça veut dire d'être conseillé, d'aller voir un professionnel du droit. Donc vous allez voir un avocat hyper compétent, vous allez voir un notaire hyper compétent, et il va vous dire, pour info, en l'état, avec votre régime matrimonial actuel, si vous achetez, si vous faites ceci, si vous faites cela, voilà les conséquences que ça aura sur chacun de vous. Au moins, vous êtes au courant. Ça ne veut pas dire que potentiellement, tu vas complètement refondre ton contrat de mariage, mais il y aura peut-être une clause à apporter, à modifier, voilà, ou alors pas du tout, mais au moins, je suis au courant et je serai pas surprise quand il se passera telle ou telle chose parce que ça m'aura été annoncé. Donc, effectivement, les gens qui ont du patrimoine, et j'ai presque envie de dire quel qu'il soit, en fait, ça nécessite un petit entretien. En fait, c'est vraiment le principe de la petite plante qu'on va arroser, mais en fait, ça nécessite d'aller s'informer pour savoir ce que ça veut dire, parce que sinon, en gros, il y a un truc qui va régir le quotidien, mais vous n'êtes pas au courant. Je sais pas, moi j'ai envie d'être au courant. Donc voilà, juste de pouvoir apprécier si les conséquences de tel ou tel changement ou tel et tel acte dans ma vie sont acceptables ou pas pour moi. Et ben voilà. Après, ça ne veut pas forcément du tout dire tout changer. 9 fois sur 10, tu vas dire ok, j'ai compris, ça me va. Voilà, c'est la raison pour laquelle tu auras à l'origine choisi ce contrat. Mais parfois, voilà. Donc, la préconisation, on va voir, on va dire un notaire ou un professionnel, dans les grands moments de changement de sa vie. Quand on se met en union, que ce soit Pacs ou mariage, quand on a un premier enfant, quand on a le deuxième enfant, quand on achète une résidence principale, quand on crée une entreprise, effectivement, ok, on va consulter, on va faire un petit rendez-vous notarial. Et important, parce que nous, on voit beaucoup en médiation aussi, c'est tous ces gens qui ne choisissent pas de mariage et qui, quand la concubinage cesse, ne comprennent pas pourquoi on ne leur applique pas les règles du mariage. Ça, c'est hyper important parce que ça me paraît dingue. Ça me paraît dingue de... Mais de me dire qu'il y a des gens qui tombent de leur chaise en se disant « Ah bon, mais j'ai droit à rien ?» Mais oui, même en concubinage, il y a celui qui travaille, qui sacrifiera sa carrière pour élever les enfants. Non, mais moi, je trouve ça dingue qu'on puisse penser que les mêmes droits s'appliquent alors qu'on n'est pas passé par la case mariage. Enfin, je trouve ça d'une naïveté. Mais parce qu'on trouve ça juste. Parce qu'on trouve ça juste. Oui, c'est la justice des hommes versus la justice réglementaire. On retombe là-dessus. Il n'en demeure pas moins que marié ou pas, si on a sacrifié sa carrière pour permettre à l'autre d'évoluer, on trouve ça écœurant que de ne pas récolter les fruits. Donc, messieurs, mesdames, ce que vous pensez juste n'est pas forcément ce qui s'applique. Je veux que ce soit clair une bonne fois pour toutes. Donc, arrêtez de penser que votre justice, c'est la justice. On va s'informer et voilà, on est au courant de ce qui se passe parce qu'effectivement, et puis de toute façon, il n'y a pas une justice. Notre sens de la justice, on l'a vu tout à l'heure, ne serait-ce que la notion d'égalité et équité, elle est tout à fait discutable et il n'y a pas une façon d'interpréter ce qui est juste dans une situation. Juste, Delphine, juste petite précision. Quand on va voir son conseiller sur le régime matrimonial, etc., on y va ensemble aussi. C'est super intéressant d'aller ensemble et d'entendre chacun directement la parole de l'expert, parce qu'en fait, s'il y en a un qui mène tout le sujet, l'autre il sera toujours derrière à pas comprendre, et puis voilà. Et finalement, quand le manque de confiance s'installe, et tout ça va être remis en question. Donc on y va ensemble. Alors ceci
Ceci dit, il m'est déjà arrivé d'accompagner des femmes dont le souhait était de préparer une certaine indépendance financière en vue d'une séparation. Et je sentais que mon conseil qui consistait à prendre un rendez-vous chez un notaire, prends déjà un rendez-vous chez un avocat, était pas simple à entendre. Je sentais qu'il y avait cette barrière. Je pense aussi qu'il y a la question en France dont on a vraiment du mal à payer pour du conseil. Bordel. C'est incroyable. Mince, en plus, je sais pas, alors peut-être les avocats sont un peu plus chers que les notaires, je me rends pas bien compte, ça dépend peut-être de l'office notarial dans lequel vous allez, mais je veux dire, un conseil matrimonial, voilà, à un moment donné, vous allez voir un notaire seul en disant, bah voilà, je viens vous consulter dans le cadre de, j'ai besoin de savoir ce qu'il en est, j'ai besoin de savoir à quoi je dois m'attendre parce que je veux me préparer. Et je veux me préparer au mieux. Avant de claquer la porte, de dire ciao, bye bye, je prends les enfants ou tu te les gardes, et puis d'aller se la couler douce aux Bahamas, quoi. Ce serait bien de savoir comment les choses vont être statuées. Mais je pense que c'est source de crainte, en fait, avant tout. Je pense que de passer la porte d'un professionnel du droit, alors je ne connais pas la situation de ces femmes, mais je pense que souvent c'est une grande source de crainte de la réponse qu'on va obtenir. Et c'est vrai que... Puis ça acte quelque chose aussi. Mais oui, ça devient réel, quelque chose qui devient réel. Et je pense que c'est, quand on donne l'exemple de ces femmes ou hommes, enfin bon bref, pas mariés et qui espèrent encore avoir les mêmes droits que quelqu'un marié, ben, finalement, à ne pas consulter un juriste, on ne se confronte pas à cette réalité-là non plus. Ou à consulter quelqu'un qui nous dit, bah, et peut-être qu'on ne sait jamais, peut-être que le juge pourrait vous accorder quelque chose qu'il n'accorde jamais. Effectivement, on peut continuer à alimenter ce fantasme. Donc, je pense que le frein, en plus du coût, c'est aussi de la réponse juridique. Hein. Ça demande un certain courage. Ouais. Est-ce que vous constatez que ce soit dans des dossiers... là, je reviens peut-être plus sur la question de la succession, mais est-ce que vous constatez une vraie différence de traitement genré dans les décisions du défunt, notamment. Le fameux. Lui, il va s'en prendre plein dans cet épisode. Il est responsable de tout. Bah oui, quand même. Mais oui, concrètement, là, je me base sur la lecture notamment de... Comment s'appelle cet épisode? Le genre du capital. Voilà, merci. En fait, on les a rencontrés récemment. Et donc, c'est amusant. C'est deux sociologues qui ont écrit ce livre. Sur le genre du capital, donc elles ont pu en témoigner vraiment et c'était passionnant. Que je n'ai jamais réussi à avoir sur le podcast. Je ne sais pas pourquoi, mais mes messages sont restés sans réponse. Mes messages sont restés sans réponse. Et du coup, c'est une étude sur 20 ans. Donc, on ne peut pas se dire elles ont pioché au hasard, etc. C'est une étude extrêmement construite et extrêmement poussée. Complète. Voilà. Et complète. En plus, je dirais, dans toute la France, et c'est pas limité à l'Île-de-France, etc. Et c'est vrai qu'elles arrivent au constat. Leur bouquin, je crois, est sorti au moment, il y a 2 ou 3 au moment ans, du confinement, donc 2020-2021. Je crois, ouais. Le constat qu'elles font, c'est quand même que le capital est plus transmis aux hommes qu'aux femmes. Enfin, en tout cas, le gros du capital, les choses de valeur. Donc, est-ce que nous, on s'en rend compte dans notre pratique? En tout cas, on se rend compte que c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Alors toi, tu l'associes à la succession, mais je l'associe même aux séparations. C'est-à-dire, je pense que suite à une séparation, il y a un vrai déséquilibre qui se crée. Et je crois que dans tous les sondages qu'on voit, etc., c'est souvent, j'allais dire, les femmes qui perdent financièrement que les hommes. Après, oui. Parce que statistiquement, dans les couples hétérosexuels, il y a encore 75% des couples dans lesquels la femme gagne moins que l'homme. Donc, de fait, comme c'est 75% des couples hétéros, de fait, quand il y a séparation, on retrouve ces inégalités qui sont plus pénalisantes pour les femmes, pour les hommes. Aussi parce que les femmes ont plus souvent la charge des enfants que les hommes, malgré ce qu'on puisse dire de la modernité, de la garde partagée, etc. C'est encore le cas. Il y a encore beaucoup de situations de pensions non payées ou de pensions peut-être sous-évaluées. Voilà. Après, ce qu'on constate aussi beaucoup, tant en matière conjugale que successorale, c'est que la connaissance, la gestion, elle est hyper masculine aussi.
Donc, c'est vrai que nous, le travail qu'on fait beaucoup en médiation, c'est donc, je te disais tout à l'heure, de rétablir l'équilibre, même en termes de connaissances, etc. Donc, ça veut dire, pour tout ce qui est financier, pour tout ce qui est compte, on met tout au centre de la table et on fait les calculs ensemble, monsieur, madame, tout le monde, et tous les enfants, les fils comme les filles. Et donc, et c'est vrai que, force est de constater que même avant le conflit, même du vivant, etc., et ben, dans la majorité des situations, celui qui a repris l'entreprise familiale, celui qui payait l'ISF des parents à l'époque, c'était le fils, et celui qui ouvre son tableau Excel et qui a l'intégralité des impôts sur les 25 dernières années, c'est le mari. Donc, en très très grande majorité. Donc voilà, donc forcément que derrière, oui, nous on gère les budgets quotidiens. Voilà, nous, exactement. Je sais plus laquelle de mes invités disait, mais en fait, les femmes gèrent les situations financières les plus difficiles. C'est celles où il n'y a pas d'argent. Nous, on sait gérer les situations où il n'y a pas d'argent, où il y en a trop peu. Et ensuite, quand il y en a, même raisonnablement, effectivement, il y a une partie de cette gestion qui est déportée sur monsieur, les plus grands ordres de grandeur, les plus grands nombres, effectivement, on va les retrouver. Mais ça, c'est pas inventé, on a beau dire c'est archaïque, etc. Malheureusement, ça représente encore une situation qui est bien réelle, qui se joue sous nos yeux. On a beau déplorer que ce soit pas très très moderne, mais je crois malheureusement que c'est très très... ça colle à la réalité quand même. Et en même temps, c'est possible de faire du collectif sur tous ces sujets-là. Enfin, je veux dire, nous, vraiment, on met au centre de la table aussi bien les facturettes de l'épicier que le prix des couches, que la résidence des enfants, que le bien immobilier. Et donc, tout le monde s'intéresse à ces sujets-là, tu vois. Donc, il y a un côté collectif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un sujet pour l'un et un sujet pour l'autre, parce que ça, vraiment, quand les personnes communiquent pas ou plus, c'est extrêmement compliqué. Donc, du coup, on fait du collectif dans tout, on met tout au centre de la table, et donc tout le monde est au courant de la même chose. Ça m'intéresse parce que du coup, pour le coup, il me semblait qu'en procédure de séparation, sont assez peu valorisées les participations aux frais du quotidien. C'est-à-dire que on les réintègre pas alors que peut-être la charge a été très déséquilibrée en faveur de l'un. Et que l'autre a plus géré les grosses dépenses, les remboursements de crédit, les impôts, les travaux de maison, etc. Et l'autre a géré l'intégralité du quotidien, le médecin, les vêtements, comme tu dis, les couches, les factures. Ouais. Et pour autant, j'ai l'impression que dans le droit, encore une fois, là, il y a un vrai désavantage parce qu'il y a certaines dépenses qui sont prises en compte par les juges, les avocats, et puis d'autres qui passent totalement à la trappe. C'est super, Delphine, parce que c'est l'occasion pour moi de te dire que c'est l'intérêt en médiation. En fait, l'intérêt en médiation, c'est que... Alors, je vais demander aux juristes de ne pas écouter cette phrase. D'accord. Mais en fait, nous, on dit tout le temps, tout est possible. C'est-à-dire que dans la mesure où vous êtes d'accord, mettons-nous d'accord, en fait, les règles juridiques, elles sont essentiellement là en cas de désaccord, pour justement dire, voilà, si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, voilà ce qui s'appliquera. Mais en fait, il y a tout un tas d'accords un peu fous ou un peu différents qui peuvent être envisagés. Et donc, nous, en médiation, en fait, on va dire aux personnes, mais en fait, si madame, elle a en effet géré toutes ses facturettes et mis finalement tout son salaire dans quelque chose qui s'est envolé, alors que monsieur, voilà, elle va bloquer pendant des années en considérant que c'est écœurant. En fait, venez en médiation, on va en discuter. On va voir, on va réintégrer très probablement ça. Ça va être monsieur, il va pour en sortir plus vite, pour en sortir de cette manière, parce que c'est la mère de ses enfants, parce qu'il a tout intérêt à arrêter le conflit. Il va accepter de venir à la table de la discussion et d'envisager et de parler de ces sujets de facturette d'épicier. Donc ça, voilà, il va accepter d'être un peu souple de ce côté-là. Et puis madame, elle va accepter peut-être que toutes les facturettes ne soient pas prises en compte. Non, mais je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais tout l'intérêt de la médiation, c'est ça. Moi, j'ai souvenir d'avoir rencontré une juge qui nous avait dit, la médiation, c'est un petit brin de folie. Un peu, oui, parce que les juristes, forcément, qui vont appliquer à la lettre, c'est ce qu'on leur demande, de lire le droit. Voilà, mais nous, la particularité qu'on a, c'est qu'on est beaucoup moins tenu à ça et qu'on va pouvoir réfléchir à des solutions un peu décalées, on déplace un peu le curseur et donc voilà, c'est tout l'intérêt. Et donc cette femme-là, elle va pouvoir venir parler de ça. La femme qui n'est pas mariée et qui estime qu'elle a le droit à une prestation compensatoire, elle va pouvoir aussi venir en médiation dire pourquoi elle trouve qu'elle est légitime dans cette demande-là. Voilà, c'est ça l'intérêt aussi.
C'est de faire un pas sur le côté par rapport au droit, en fait. C'est ça que ça veut dire. Dans tous les dossiers que vous traitez qui sont en conflit, donc en curatif, comme on a dit, donc qui sont déjà en conflit installé, on voit bien que la question du dialogue est centrale. Le dialogue n'a pas été là, le dialogue est difficile, le dialogue est rompu, et que vous recréez du dialogue. Pas nécessairement direct, mais indirect. C'est-à-dire, je te parle pas nécessairement à toi qui est en face de moi dans la pièce, mais en tout cas, je dis quelque chose et du coup, tu peux l'entendre. Super. Et c'est exactement ça. Ma question du coup, et je voulais qu'on en arrive sur le sujet plus du volet préventif. C'est-à-dire, du coup, l'idée du préventif, j'imagine, c'est créer du dialogue avant qu'il soit complètement rompu. Oui. Mais tu vois, moi j'ai l'impression qu'il y a une barrière à ça, c'est que celui qui va proposer le dialogue, il sous-entend que peut-être il pourrait y avoir un conflit latent, larvé ou un potentiel poudrière. Et donc, c'est nommer ce qui n'est pas nommé jusqu'à présent. Tu vois, en fait, c'est un truc totalement schizophrénique parce que pour pouvoir le traiter un problème en préventif avant qu'il arrive, il faut nommer ce problème. Il faut dire, là, peut-être que si on veut pas qu'on en arrive à ou le gros mot, eh bien, ce serait peut-être bien de se parler. Mais j'ai l'impression que cette démarche-là, elle est hyper dure aussi, parce que et en fait, les gens l'évitent tellement longtemps que finalement, ils en arrivent au conflit. Mais c'est parce qu'on veut éviter de... Je fais une petite aparté, mais hier, je regardais le 20h et j'entendais un monsieur, ça parlait des arnaques financières. Le monsieur avait souscrit pour 44 000 € à des produits, en fait, c'était une arnaque. Le monsieur se retrouvait dans une situation financière horrible. Il était masqué, sa voix était déformée, etc. Il disait, mais je ne peux pas en parler à ma famille qui pourrait m'aider parce que la honte serait incommensurable. Cette personne est en train de se dire, je suis prêt à aller tous les jours au Resto du Cœur ou à faire la manche plutôt que de subir la honte de dire, j'ai fait un mauvais placement. Et donc, je ne veux pas nommer le truc. Je pense que je vais être foudroyée par la mort sur place de honte. Là, je me dis, waouh, il y a vraiment des situations où le fait de parler, nommer les choses est insurmontable. C'est pas facile, hein, c'est sûr, c'est pas facile, mais on en revient à un peu quand même. Il y a quand même une sérieuse question de courage dans ta question. C'est évident, il faut avoir, et puis il faut quand même être capable de savoir ce qu'on veut. Je veux dire, c'est compliqué de dire à tes enfants, je veux s'il vous plaît que vous entendiez bien, qu'il n'y ait pas de dispute après mon décès, etc. Et finalement de savoir qu'il y a un potentiel conflictuel et de ne pas le traiter. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. C'est sûr que soit on peut mettre sous le tapis, fermer les yeux, etc. C'est tout à fait possible. Alors, on s'assure probablement une fin de vie peut-être qu'on estime être plus paisible, mais derrière, après moi le déluge, il y a des gens qui vivent très bien avec ça, il y en a d'autres un peu moins. Ça, c'est vraiment une question de point de vue. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à penser que les personnes qui réfléchissent pendant X années, dizaines d'années à leur transmission pour que ça soit bien, que les enfants héritent et puissent rebondir, et voilà, et que derrière ils ne traitent pas le sujet d'un conflit potentiel, j'ai envie de leur dire, en fait, la transmission, elle va exploser, donc c'est dommage. C'est-à-dire que la bonne intention de départ, qui est de donner à vos enfants, finalement, ça va être un pugilat. C'est dommage. Donc, de compléter la bonne transmission financière, fiscale, etc., avec un accompagnement dans la communication familiale, ça me semble être une solution idéale. Après, effectivement, il y a des personnes qui vont préférer faire l'autruche. Mais là, tu parles du cas où le défunt anticipe. Ouais. Mais au-delà de ça, je me dis juste, en fait, pour répondre à ta question, c'est aussi l'avantage du prescripteur, c'est-à-dire que effectivement, tu peux craindre une discussion, mais le professionnel du droit ou le CGP, etc., qui lui aussi peut identifier le sujet qui peut devenir un sujet un peu bloquant ou en tout cas difficile à aborder et le prescrire à l'ensemble plus que ce soit un qui propose aux autres. Donc je pense que dans le préventif, je pense que le prescripteur est clé aussi parce que c'est vrai que ça évite de mettre parfois un peu en porte-à-faux ou
comme celui qui verrait le problème où il n'y en a pas, tu vois. Donc, c'est aussi, je pense qu'on a vraiment besoin du soutien des prescripteurs encore plus dans le cas du préventif. Ouais, et pour en revenir à ce que je disais, effectivement, il y a le défunt est encore en mesure d'envisager ces choses-là, de faire une communication. D'ailleurs, il n'est pas nécessairement besoin de passer par la médiation. C'est à partir du moment où il décide de réunir les héritiers, le conjoint survivant, et dire « Ok, voilà, je voudrais vous faire part d'eux ». Mais effectivement, il y a les situations où mamie à la maison de retraite... mamie, elle comprend plus rien à grand chose, mais grosso modo, elle va plus participer trop aux décisions, mais elle n'est pas encore décédée. Et donc, nous, on est tous là. Voilà. La maison de retraite, typiquement, tu vois, la maison de retraite, ce sont des prescripteurs. Ce sont des personnes qui peuvent dire... c'est génial. Est-ce que vous participez à ce genre de choses ? Alors, je vais te dire très honnêtement, non, mais on devrait. Mais après, il y a tellement de choses à développer qu'on peut pas tout faire. Hein. Mais je sais qu'il y a certains médiateurs qui se sont tournés vers la maison de retraite, etc., pour pouvoir expliquer ce qu'était la médiation et que les maisons de retraite puissent prescrire la médiation, parce que dans les maisons de retraite, il y a plein de sujets. Il y a le sujet de la capacité. Qu'est-ce qu'on fait quand la personne perd sa capacité? Qui gère? Qui prend la suite? Qui est le tuteur, etc. Il y a, avant même le moment où on visite les maisons de retraite, se pose la question de est-ce qu'on doit mettre en maison de retraite ou pas. Le moment où les gens font cette recherche-là, c'est un sujet qui a un énorme sujet de conflit. C'est-à-dire que très souvent, quand on demande aux gens de réfléchir dans le cas de succession à quand est-ce que le conflit a pris naissance, il y a deux moments hyper clés. C'est le moment où l'un des parents perd sa capacité et donc à qui on donne la tutelle ou la curatelle, ou qui a la procuration sur les comptes, même si on ne met pas en place une curatelle, une tutelle. Et après, la question de les parents doivent-ils vivre avec une aide à la maison ou aller en maison de retraite. Et ça divise, je pense, toutes les familles. Où doit être localisée la maison de retraite? Parce que si tout le monde est un petit peu éparpillé, est-ce que la maison de retraite, elle est à un endroit loin de tout le monde, personne ne va venir? Ou est-ce qu'on rapproche la maison de retraite d'un des enfants avec ce sujet dont on parlait tout à l'heure, qui est aussi, en fait, celui qui est le plus proche de la personne qui est en perte d'autonomie et aussi celui qui va être le plus sollicité pour les visites, etc. Et ça peut être lourd parce que ça peut durer potentiellement un certain nombre d'années d'être le visiteur récurrent d'une personne âgée, surtout de la voir aussi, cette personne perdre ses moyens, perdre son autonomie, et puis être là, et puis voilà, toujours tirailler entre le devoir et... Non, je parle un peu d'expérience. Et pour toi, ça vaut quelque chose, ça, ou pas? Ça vaut quelque chose, l'enfant qui sera celui qui est à côté et qui va être en soutien? Je sais pas, potentiellement, tu sais, là je vais vous parler de... C'est difficile pour moi dans un épisode comme celui-ci de faire trop de référence à mon histoire personnelle, donc il y a des choses que je préfère garder pour moi, mais je voulais vous partager ça. En fait, ma sœur a récemment changé de région. Elle était jusqu'à présent en région parisienne, juste à côté de chez mes parents. Elle a déménagé en Touraine, et mes parents ont décidé de suivre. Et donc d'habiter à 1,5 km de chez ma sœur. Et ce projet de rapprochement, c'est pas anodin pour mes parents qui sont tous les deux retraités, parce que du coup, je me suis rendu compte que c'était probablement leur dernier lieu de vie. Ma sœur et sa famille se voient aussi rester longtemps dans cette région. Et donc je me dis, ok, donc c'est elle qui va être confrontée à ça. C'est ma sœur qui va être confrontée à ce sujet-là. Et je lui ai posé la question. J'avais vu ça autour de moi, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, est-ce que les parents t'ont demandé l'autorisation déjà? Elle me dit oui. Je dis ok, et voilà comment moi je vois les choses. Est-ce que tu as conscience que effectivement du coup tu auras probablement cette responsabilité? Et elle m'a dit oui, et je préfère qu'il soit proche de moi que loin de moi dans cette situation-là. La discussion s'est arrêtée là, et évidemment il faudra qu'on en ait, et voilà, mes parents, je touche du bois, mais sont encore loin de nous quitter, mais effectivement c'est une première désamorce d'un sujet qui pourra qui se posera probablement, la perte d'autonomie de mes parents, et qui s'en occupe. Et clairement, moi j'ai aucun projet d'aller déménager près de chez eux, donc forcément la charge ne va pas être égale. Mais c'est super.
d'avoir dit ça, ne serait-ce que ça. Oui, ne serait-ce que tout ça, à c'est fait. super d'avoir dit ça à ta sœur, parce que ça veut dire, on sait maintenant toutes les deux que c'est un potentiel sujet. On sait maintenant toutes les deux que c'est un sujet qu'on doit discuter ensemble. Voilà, donc le moment venu, effectivement, aujourd'hui c'est prématuré, etc. Mais moi je trouve ça plutôt sain que tu aies pu aborder, mais même brièvement avec ta sœur, ce sujet-là. Voilà. Et moi, je rajoute, mais pas du tout pour rajouter des sujets, mais je me dis que très souvent, on voit, je pense à des succès qu'on a eus, on voit une sorte d'économie générale, c'est-à-dire euh, celui qui aide est souvent celui qui a été aidé. La proximité fait, je ne sais pas si ta sœur a des enfants, mais très souvent, les parents retraités qui ont vachement de temps vont s'occuper beaucoup des petits-enfants, et du coup, ça paraîtra évident aux petits-enfants qui ont été extrêmement proches de ses grands-parents comme aux parents, d'être là pour le parent vieillissant. Donc, il y a une sorte d'économie générale et d'équilibre qui se fait. Donc, c'est pour ça que pour moi, le sujet peut être plus global de finalement ce rapprochement. Ça va être une charge pour elle, mais ça va être aussi un avantage pour elle aujourd'hui. En réalité, je suis d'accord avec toi, je n'évoque pas tous les aspects de ma vie familiale, personnelle, mais tu as totalement raison. Il y a, en fait, c'est difficile de trancher. Est-ce que la personne qui aide le senior en perte d'autonomie, est-ce que l'enfant, est-ce que l'aidant doit être avantagé ou pas? Bah, je suis d'accord avec toi que ça doit être envisagé au regard de... on refait l'histoire, encore une fois. On recompte les points. Et au regard de ça, la discussion, le dialogue. On en revient toujours au même sujet, parce que c'est sûr que si ma sœur et moi, on n'en parle pas, moi, mon cerveau va avoir oublié certains aspects, puis elle va me les rappeler, elle fait « Ah oui, j'avais oublié ça ». Ça m'arrive des fois de faire ça avec mon compagnon. Je dis « Ouais, mais sur ce sujet-là... t'es gentil, mais ce serait quand même plus juste que on fasse comme ça. » Il me dit oui, après, voilà, je t'en ai pas parlé jusque-là, mais t'as quand même bénéficié d'un truc, non, et puis j'avais rien dit jusque-là, et là je fais ah oui, mince, t'as totalement raison. Et donc, je le voyais pas comme ça. Voilà. Et donc des fois, après c'est vrai que nous on parle tellement de ces sujets-là que là je ravale mon truc et je dis merci de me l'avoir rappelé, mon chéri, parce que c'est vrai que ça n'est pas venu à mon attention, que j'avais pu bénéficier de ce truc-là pour lequel toi, tu payes des impôts et pas moi. Voilà, mais voilà, c'est intéressant d'ouvrir des dialogues, parce que sinon, je vais rester sur mon... ouais, on aurait quand même pu faire moitié-moitié, on aurait quand même pu... non. Puis il aurait quand même pu m'en parler, il est un peu goujat sur ce coup-là, c'est à moi d'aborder le sujet, et puis en fait, bah, pour lui, les comptes étaient bons, quoi. Donc il n'a pas cru bon d'aborder le sujet, et au contraire. La communication. Exigeant. Enfin, la communication, c'est hyper exigeant, parce que c'est à chaque fois qu'on entame le genre de discussion, on a le sentiment de se mettre en risque quand même. Parce que franchement, vous avez parlé de ce qui fâche, c'est confortable pour personne. Donc finalement, dans un climat paisible, aller dire à l'autre, dis donc, tiens, pour les comptes, je sais pas si ça me semble très juste, surtout quand la réponse est de dire, mais attends, t'as oublié, mais finalement, ce que toi, t'as pas payé là, voilà. Ça ouvre sur une discussion souvent plus large. Donc, ça demande du courage. Après, de manière, enfin, c'est vraiment un peu basique comme conseil, mais déjà de commencer de parler pour soi, donc de commencer ses phrases par. J'ai le sentiment que, tu vois, là, tu dis, voilà, moi, écoute, à ta sœur, là, tu dis, bah, écoute, moi, j'ai le sentiment que ça peut créer une gêne entre nous ou un déséquilibre, etc. Voilà, tu parles pour toi et tu n'es jamais dans l'accusation ou avec ton compagnon, tu vois. À partir du moment où toi, tu dis, écoute, moi, j'éprouve le besoin de dire ça, ou voilà comment je ressens les choses, etc. On n'est pas dans l'accusation, et la discussion elle est beaucoup plus facile comme ça en fait, plutôt que de dire tu as fait ça, c'est pas bien. Voilà. Donc même si on ne dit pas que tu fais ça. Non, mais ça c'est vrai que pour les auditeurs c'est des règles de dialogue de base et qui sont pas toujours évidentes à mettre en place. C'est-à-dire que quand on amène un sujet délicat, il faut être conscient que si on ne sait pas soi-même cadrer, on fait un peu de yoga avant, ça peut partir en poudrière de notre fait aussi. Ouais. Parce que la moindre étincelle voilà, le sujet est délicat et donc effectivement. Et donc ça veut dire être capable de dire ah oui, je n'avais pas vu les choses comme ça. Du coup ça tombe bien qu'on en discute. Peut-être ça vaut le coup qu'on se prenne une heure et qu'on mette ça sur un bout de papier parce que effectivement moi j'avais pas vu les choses comme ça et du coup la prochaine fois n'hésite pas à me dire, parce que du coup en fait je me rends compte que toi aussi t'avais des choses à dire et que tu les exprimais pas.
Et effectivement, c'est un peu ce truc de... Ça peut paraître l'arroseur arrosé. Je venais dire un truc et je venais obtenir un truc. Et en fait, on vient me dire que en fait, je ne suis pas dans mon bon droit à faire cette demande et cette réclamation. Donc, notre ego peut clairement mal le vivre. Et quand notre ego le vit mal, c'est à ce moment-là où ça part dans tous les sens. Et là, ça devient une poudrière. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment cajoler son ego juste avant d'avoir ce genre de discussion et dire attention, peut-être qu'effectivement, je suis ouverte à ce que la personne a à me dire en face. Oui, et pour autant, faut vraiment y aller. Faut vraiment partager l'idée, parce qu'en fait, je trouve que quand tu restes tout seul avec ton idée, tu te montes le bourrichon, ça monte. Après, ça ne peut sortir que de manière explosive. Alors que au fil de l'eau, tu partages. En fait, c'est le principe du partage, je trouve que. Mais oui, et donc ça, le sujet, déjà, tu arrives toi beaucoup moins virulent avec ton sujet que si tu l'as en toi depuis des mois et des mois et que tu n'arrives pas à le verbaliser. Donc, d'apprendre à parler naturellement comme ça des choses, non, voilà, ça c'est vraiment la clé de la réussite, c'est évident. J'ai la question du coût à évoquer avec vous. Quand même. Non, juste, moi, c'est pour certains auditeurs, ça va être à titre informatif, juste pour qu'on sache aussi, parce que là, on parle de ce métier. Alors, a priori, vous êtes quand même les seuls à l'exercer de cette manière-là en France. Mais l'idée d'arriver à une médiation, c'est d'éviter des coûts. Alors, des coûts qui peuvent être financiers, quand on va en procédure, quand ça traîne, des coûts qui peuvent être des coûts d'opportunité. Une vente qui est bloquée pendant des années, qui finalement se débloque au moment où le marché a subi une baisse, ou au moment où le bien est tellement dégradé qu'en fait il a perdu 2 fois de sa valeur, parce que c'est ça, voilà, toutes ces choses-là arrivent. Donc il y a des coûts d'opportunité, il y a des coûts réels, les frais et puis il y a le coût mental, le coût de la charge mentale aussi qui est pas négligeable. Donc l'idée de la médiation, c'est évidemment de prévenir, d'empêcher ou de limiter tous ces coûts-là. Mais ça a un coût. Lequel est-il? Alors, le coût financier. Alors, moi, je serais tentée de faire une distinction couple-succession. Et je dirais que pour les couples, c'est quelque chose autour de 1 200 € par personne pour un accompagnement complet, mais en sachant que... c'est quoi l'accompagnement complet? Pauline, ça te donne une occasion de me redire c'est quoi l'accompagnement. Ça veut dire en entretien individuel et généralement 3-4 rendez-vous de médiation. Donc, ça veut dire en matière d'heures, quelquefois de 8, 9, c'est autour de 9 heures, quelque chose comme ça. Et après, il y a aussi la possibilité de quelque chose de plus court, c'est-à-dire plus un peu bilan, avec, ça veut dire juste un rendez-vous individuel et peut-être 2 heures de rendez-vous collectif. Il y a des gens qui ne sont pas très en conflit, qui ont juste besoin de faire un peu un point pour savoir, peut-être pour avoir cette discussion où chacun peut dire un peu ce qu'il a sur le cœur de manière non virulente, mais c'est l'occasion un peu de crever l'abcès. Et voilà. Plus c'est préventif, moins ce sera cher, si je comprends bien. Exactement. Moins il y a de conflits et moins ce sera cher. Ok. Ça marche aussi. Ouais. Ça marche dans la vie aussi. Ouais. Alors, ça marche pour plein de choses et ça marche aussi pour la médiation. Bah oui, moins c'est enquisté, moins ça te prend de temps. Donc, c'est vrai que des gens qui s'entendent bien, de pouvoir être assurés qu'on a bien tout balisé, que tous les sujets qui pouvaient être... pour éviter de passer à côté d'un sujet qui réapparaît après, où on se dit, dis donc, il s'est bien foutu de moi, en fait. Voilà. Je trouve que ça vaut le coup de se dire, on fait 1 ou 2 heures de médiation où on examine les sujets patrimoniaux, on l'explique chacun à notre manière de comment on voit les choses, et comme la communication est plutôt bonne, et bien finalement chacun a pu dire ce qui est important pour lui et peut ensuite aller directement chez le notaire sans passer par X séances de médiation. Et ça, c'est quelque chose autour d'un budget plutôt de 500 € à se diviser entre eux. Donc voilà, il y a le côté on s'entend bien, mais on veut, j'allais dire, tout clarifier. On a un vrai conflit qui existe et on a besoin d'un accompagnement qui est complet, c'est-à-dire qui nous permet d'arriver chez le notaire en ayant notre accord bien ficelé et plus qu'à signer en bas de la feuille chez le notaire. Et en matière successorale, je dirais que le coût, alors c'est souvent, c'est en fonction du nombre d'héritiers, parce que je suis obligée de dire que quand on a 6 héritiers, c'est pas pareil que quand on a 2. 6 héritiers super énervés, ça prend beaucoup de temps.
Voilà, donc il y a un coût qui diffère en fonction du nombre de personnes, mais je dirais que c'est quelque chose autour de 400 à 500 moyenne, euros de l'heure. Ok, j'ai une question d'ailleurs. Comment vous gérez les plus uns? Comment vous gérez les maris et femmes des héritiers ou les conjoints et concubins des héritiers? C'est souvent, ouais. Parce que là, tu me dis, c'est par nombre d'héritiers. Mais déjà, dans le rendez-vous, est-ce qu'il y a le mari et la femme de l'héritier? Parce qu'ils jouent un rôle déterminant, parce que toutes les discussions et là où on se monte le bourrichon, c'est à la maison avec... Et des fois, en vrai, le conjoint, il joue un rôle de... Pacificateur. Calme-toi, discute avec ta sœur. Et puis des fois, c'est « Ah, mais ces bandes de couillons, ils essayent de te la faire à l'envers, ça ne se passera pas comme ça. » Alors ça, en fait, il n'y a pas deux situations identiques. La question se pose beaucoup, effectivement, parce qu'en fait, ils font partie du jeu, ils font partie de l'histoire, voilà. Mais en fait, le principe, c'est uniquement les héritiers. Voilà, ça c'est le principe. Après, évidemment que on peut pas être médiateur si on n'est pas un peu souple, donc la souplesse est envisagée. En fait, nous, on aime bien dire que on veut avoir en médiation toutes les personnes qui auront une influence sur la décision finale. Ouais. Parce que en fait, effectivement, d'avancer avec les trois frères et sœurs, si finalement, quand ils rentrent chez eux, ils se font remonter les bretelles, etc., et qu'ils reviennent au rendez-vous suivant en disant plus rien ne tient, on aura tous perdu du temps. Voilà. Donc du coup, on y réfléchit, on réfléchit au cadre. Alors ça peut être ponctuel. Par exemple, il nous est arrivé d'avoir le conjoint dans une autre pièce et puis ponctuellement sur certains sujets, il vient. Ça peut être avec l'accord de tous. Il y en a un ou tous, ils sont là pendant tout le rendez-vous. Voilà. En fait, tout est un peu possible en médiation. Enfin, dans la limite des bonnes mœurs quand même. Tout est un peu possible sous réserve de l'accord de tous. C'est-à-dire qu'on peut pas imposer. On fait du collectif. Donc, il faut que tout le monde soit d'accord avec tout. Donc, voilà, nous, je sais qu'on travaille beaucoup avec les avocats en médiation. Ça, c'est aussi un sujet. Est-ce que les avocats sont présents, pas présents, etc. Donc, les conjoints, c'est des choses qu'on peut envisager. En tout cas, cette question se pose régulièrement. Du coup, on est sur le principe de l'unanimité, si je comprends bien quand même. Exactement, il faut que tout le monde soit d'accord. Mais moi, petite précision, j'ai tendance souvent à dire quand même que si se pose la question des conjoints, il faut au moins qu'on ait un rendez-vous en la seule présence des héritiers. Parce qu'il y a quand même plein de sujets qui se posent autour de la pièce rapportée, de l'influence qu'elle peut avoir, etc. Et souvent, les frères et sœurs qui ont l'impression que leur frère ou leur sœur est un peu sous influence vont dire mais en fait la médiation c'est l'occasion enfin de pouvoir lui parler en direct sans être pollué par la présence de l'autre. Donc et ça c'est vrai que la médiation c'est la rencontre, c'est donner une chance à la famille de pouvoir se retrouver et donc c'est vrai qu'on est vigilant pour le premier rendez-vous qui est un rendez-vous où on revient vraiment sur le conflit familial, l'origine du conflit qui vraiment ne concerne que la famille parce que très souvent ça remonte à l'enfance, à l'adolescence, au début de la vie d'adulte. Donc j'allais dire on parle beaucoup plus à cœur ouvert avec sincérité et authenticité quand on est en seule présence de ses frères et sœurs que quand il y a les pièces rapportées. Donc on leur offre en tout cas ce moment un peu d'exclusivité pour le premier rendez-vous et après on discute lors de ce premier rendez-vous de la présence des conjoints pour un rendez-vous suivant. Ok. Après, à chacun d'apprécier, c'est-à-dire qu'il est arrivé que quelqu'un s'oppose farouchement à la présence du conjoint alors que l'autre disait moi sans mon conjoint je ne pourrais pas venir en médiation. Il n'y a pas de médiation. Voilà. Après, à chacun de voir s'il préfère la médiation dans ces conditions-là ou pas de médiation. Voilà, ça fait partie du cadre avec lequel tout le monde doit être d'accord et donc si on n'arrive pas à s'accorder sur ce cadre, alors il n'y a pas de médiation. Et il faut accepter ça. J'allais dire, il faut accepter ça. C'est-à-dire que, et ça, je pense que c'est notre pratique qui nous permet de réaliser ça, c'est-à-dire, alors même que nous, on se dit toutes les conditions sont réunies parce que le sujet fait qu'il pourrait le régler à l'amiable, etc., ça fait partie des conditions de médiation et il arrive que, j'allais dire qu'il y a des personnes qui ne puissent pas envisager le rendez-vous sans son conjoint et que l'autre dise, il en est hors de question. Eh bien, la médiation ne se mettra pas en place et je crois qu'il ne faut pas vouloir rentrer à tout prix les gens dans une case si ils n'ont pas les mêmes conditions. Merci à toutes les deux. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un épisode comme ça. À la fois, on n'a parlé que d'argent, à la fois, on n'en a pas parlé du tout. En tout cas, il y a eu très peu de chiffres évoqués, mais il y a tellement de situations. À chaque fois que vous parliez de choses, ça me faisait penser à des situations. Voilà, on a parlé du favoritisme, on a parlé des répartitions égalitaires et inégalitaires, on a parlé de la justice et de l'injustice dans le couple, on a parlé de l'occupation, l'indemnité d'occupation, on a parlé de tout ce qui se joue en termes de j'ai sacrifié ma carrière pour toi, de la place de l'influence des conjoints, des partenaires. Voilà.
les sujets de conflit sont malheureusement infinis. Effectivement, au final, on voit bien que on parle d'argent sans parler d'argent, que le sujet n'est pas forcément ça au final, qui peut-être l'être s'il y en a... Voilà, il y a ceux qui sont plus pressés, ceux qui sont moins pressés, ceux qui ont des pouvoirs de nuisance, ceux qui n'en ont pas. Bon, voilà. Je trouvais ça intéressant de se dire que, effectivement, le conflit pouvait coûter très cher, les sujets d'argent non discutés pouvaient coûter très cher, l'absence de dialogue à propos, au sein d'entités familiales au sens large, pouvait coûter très cher. Et moi, je trouve ça toujours incroyable de constater cette imbrication entre l'argent et les sentiments, et qui s'exacerbe au moment d'un conflit. Et donc, merci de nous avoir, nous avoir, moi et les auditeurs, offert l'occasion de pouvoir en parler. Et je pense que c'est juste aussi une occasion pour tous les auditeurs de se poser des questions sur sa propre situation, sa propre famille. Voilà, pour ceux qui sont en couple, peu importe à quel stade de votre couple vous êtes, mais c'est se poser les bonnes questions. On fait tous partie d'une famille quelconque. Donc, voilà, les questions aussi se posent dans la famille. Est-ce que vous pouvez avoir un rôle à jouer sur la facilitation de la communication ? Voilà, chacun est renvoyé à sa propre situation et ses propres questions. J'espère qu'on vous a un petit peu éclairé quand même. Le dialogue. Exactement ça, mais c'est un message positif que nous on porte, c'est de dire en fait le conflit déjà c'est pas une fatalité, simplement il faut le prendre à bras le corps et il faut le régler, et on a tout ça un peu entre nos mains, et c'est vrai qu'en conflit on a tendance à se dire que le problème c'est l'autre, et finalement si on arrive un tout petit peu à se dire en fait j'ai peut-être un peu les clés moi aussi dans les mains, et donc c'est hyper positif. Au contraire, sachez que vous ne mourrez pas avec votre conflit, on en sort. Voilà. Avec mon compagnon, on a une petite private joke entre nous. On a cette phrase qu'on se répète souvent, mais la vie est tellement plus simple quand c'est toujours la faute de l'autre. Voilà. Exactement. Ouais, mais c'est vrai. Voilà, c'est notre mantra, c'est notre façon de vivre. On y croit à fond, on est persuadé de ça. La vie est tellement plus belle quand c'est toujours la faute de l'autre. Voilà, je voudrais qu'on retienne vraiment ça de cet épisode. C'est très important pour moi. Merci Pauline, merci Caroline. Merci Delphine. Merci Delphine. Les auditeurs, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao, bye bye. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu ? Et surtout, qu'avez-vous envie de changer dans votre situation personnelle ou familiale pour éviter une potentielle situation conflictuelle dans le futur ? Plutôt que de zapper vers autre chose, plutôt que d'aller vaquer à vos occupations, prenez 1 minute pour marquer dans votre esprit ou sur votre carnet de notes ou n'importe où un apprentissage de l'heure et demie que vous venez de passer à écouter cet épisode. Plutôt que de continuer à consommer plein de contenu, essayons déjà de tirer le meilleur parti du contenu que nous consommons au quotidien. Pour ma part, je retiens de cet échange avec Caroline et Pauline, évidemment, le besoin, dans un premier temps, de s'informer auprès de professionnels, notamment quand on s'apprête à se marier ou qu'on approche ou qu'un proche s'approche de sa fin de vie. Et de communiquer encore et toujours avec son entourage sur des sujets d'argent. Parce que la justice du droit n'est pas toujours celle des hommes, et ce qui nous paraît juste à nous ne l'est peut-être pas pour tous ou pour tous les membres d'une famille, d'où l'importance de communiquer. Sur ce, je vous retrouve très prochainement pour un tout nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao, bye bye.